radio pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Extraordinaire. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Pour vrai, on déboule vers le week-end. C'est plus des jokes. Demain, on lance le week-end officiellement avec l'aubergiste. J'ai son cousin, Jerry Pizza, juste à côté de moi, oui, justement. C'est mon cousin. C'est exactement, c'est le cousin. C'est le cousin? Oui. Donc, cousin, comment on appelle ça? Cousin Germain? Cousin Germain. Cousin Germain, exact. C'est le terme que je cherchais. Mm-hmm. Cousin Germain, Mr. White est là. Merci de la visite qu'on a eue à Radio Pirate Prime. Parce que notre chum, Mr. White, a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui vont y écrire pour proposer des affaires. Et des fois, c'est pas toujours évident de trouver des gens qui vont... d'abord, qu'on a le goût de mettre en onde parce que... regarde, la raison est simple. Souvent, il va y avoir des gens avec des bons sujets, mais... Tu sais, quand vous arrivez devant un micro, il y a un défi. Il faut être intéressant, il faut avoir du punch, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et ça, c'est pas dans la personnalité de tout le monde, OK? Donc, pour Mr. White, ben lui, chaque fois qu'il invite des gens nouveaux, il y a un genre de petit stress. Donc, il fait comme un genre de test avant et il détecte les gens qu'il sait que moi, je vais avoir de l'affinité avec, on va faire un beau tour. Donc, je veux saluer notre pirate, tiens, disons-le. Notre pirate qui est venu nous visiter ce matin à Radio Pirate Prime. Si ça vous tente de vous abonner, c'est quelqu'un qui est dans le milieu des boulangeries, donc les PME, toutes ces choses-là. Donc lui, il comprend toute l'histoire au niveau des prix, là. Quand on parle des prix, de combien ça coûte, lui, il voit le derrière, comment ça fonctionne, comment les entreprises se font souiller d'un bord et de l'autre avec des augmentations de prix de toutes leurs matières premières, etc. Donc, vraiment, on a fait 1 heure totale avec lui. C'était très, 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 très bon. Donc, si ça vous tente d'entendre des bouts de ça, je vous le conseille fortement. Allez vous abonner à Radio Pirate Prime. Jerry, t'es de bonne humeur, mon ami Jerry? Yes. Ben oui, j'ai de bonne humeur. Ouais. C'est, il fait très doux dehors, puis ça, c'est le fun. Oui. Écoute, en plein milieu d'hiver, c'est... Le mois de janvier est habituellement un mois où... après les fêtes, c'est un mois... Si le mois de janvier est tough, l'hiver, peu importe ce qui arrive par après, on sent que l'hiver est long. Quand le mois de janvier nous donne un break, je trouve qu'il y a 2 mois de même. Novembre, qui est un mois noir, sombre. Si on a un novembre plus ensoleillé que la normale, habituellement, ça nous donne un swing pour finir l'automne, tu comprends? Le mois de janvier est aussi un mois stratégique pour... le moral, puis parce qu'on sait que l'hiver finit plus par finir, mais surtout depuis une quinzaine d'années, on a l'impression que l'hiver se termine quasiment au milieu avril. Il y a toujours 1-2 tempêtes au début d'avril. C'est toujours un peu déprimant. Donc... Mais pour la lumière, comme tu nous as dit lundi, à un moment donné, il y a une espèce de déclic qui se fait en février, où là, ça paraît, la journée apparaît. Tu as lu dans mes pensées. Elle est plus longue. Tu as lu dans mes pensées parce qu'on en a parlé sur Prime. Ça commence à paraître. Là. Mais je ne l'ai pas fait sur live. Donc, ce que tu viens de dire là, je vais le dire, OK? Je prends Québec. Montréal, d'à peu près à 1 minute près. Là, c'est d'à peu près pareil. Aujourd'hui, donc on est le 18 janvier. Rappelez-vous que quand on s'est laissé le 21 décembre. C'était la journée la plus courte de l'année. Oui. Le solstice d'hiver arrivait aux alentours de 4h20, je pense. Et le soleil s'est couché cette journée-là à 3h59 p.m. Ça ne veut pas dire qu'il fait noir à 3h59. Habituellement, ça étire de quelques minutes, mais aux alentours de 4h10. Mais officiellement, le soleil se couche, boum, 3h59. Le 18 janvier, quasiment un mois plus tard, aujourd'hui, la journée, le soleil va se coucher à 4h27. Quand même. Donc, on a quasiment gagné 30 minutes. Demain, on va gagner un autre 2 minutes, ce sera 4h29. La semaine prochaine, mercredi, à la même heure, ça va terminer à 4h37, donc on va gagner 10 minutes. Et dans un mois, le 18 février, oui, on est rendu à 5h15. Ah,
T'aimes-tu ça quand je suis de même? Moi, là, je vais chercher les vraies bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, avec c'est une ça, bonne hein. Non, mais sortir du trou noir, ça fait du bien, là. Oui. Mais ça, c'est mon côté positif, tannant ou le fun en hiver. Mais je pogne un down le 21 juin. Oui, c'est ça l'affaire. C'est de l'autre bord que ça part le 21 juin, Oui. alors qu'il va faire 30 degrés en plein mois de juillet. Maudit niaiseux. Mais ça, c'est mes patentes à moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi de neuf à part ça? Hey, il y a des nouvelles. J'ai aimé ton expression. Les longs jeux de mur sont en train de se faire barouetter, pas à peu près. Oui. Et celui qui a parti le bal, c'est le nouveau... le gars qui était le préféré de tout le monde l'année passée, c'est le gars qui a été la personnalité de l'année selon... Plus personne lit ça, le Time Magazine. Avant, on arrivait à l'aéroport, on était bagé, il y a des Time Magazine partout. Maintenant, ça n'existe plus bien. Sauf que... il a été la personnalité de l'année pour le Time Magazine, pareil, il s'appelle Elon Musk. Cette année, 1 an plus tard, c'est incroyable comment 1 an peut changer les affaires. Pour les gens qui l'adoraient, il est devenu un méchant. Parce que pour eux autres, ça prend toujours des méchants, ça prend des bons. Puis là, si quelqu'un est dans les bons, puis un jour, à un moment donné, il fait quelque chose qu'eux autres n'aiment pas, parce qu'eux autres, c'est des gens très ouverts, très gentils. Eux autres, eux autres sont pour la diversité de tout, incluant les opinions. Si jamais quelqu'un arrive, qu'ils adorent, et il arrive avec un nouveau buzz qui ne fait pas leur affaire, en l'espace de quelques heures, il devient un méchant. Et c'est le cas de Elon Musk. Donc, Elon Musk, il a ramassé Twitter. Et, excusez-moi, là, mais Twitter va mieux que jamais. Les chiffres sont écœurants. On a essayé de faire croire que ça n'allait pas. Il y a des gens qui se sont tassés de là, qui n'ont pas d'affaire à se tasser. Twitter va mieux que jamais. Et il y a de l'innovation maintenant avec Twitter, etc. Mais pourtant, il y a à peu près 20 à 25 % du staff qui est resté. Donc, avec 3/4, ils ont mis dehors des milliers de personnes. Et avec le quart de l'équipe de travail, ils ont réussi à avoir une entreprise qui est beaucoup plus performante qu'elle n'a jamais été. Et lui, en faisant ça, il s'est attiré toutes les patères, là. Même au Québec, là, Guillaume Lepage le traite de tout et non. Puis il le traite de tout et non sur Twitter. C'est quand même spécial. Ensuite, Patrick Lagacé. C'est tous les mêmes fatigants qui sont tout le temps en train de broyer sur des maudites niaiseries. Tout le temps les mêmes pleurnichards, tout le temps les mêmes tannants. Mais lui, il a levé la main. Il a été celui qui a canalisé quelque chose qui se passait dans l'industrie de l'informatique puis des technologies, mais que personne n'osait faire, parce que c'est toujours le premier qui va le faire, qui mange la chenoute, puis après les autres passent, puis c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Facebook a mis 12 000 employés dehors. Oui. Tel autre en a mis dehors. Google en a mis 10 000 dehors. Google en a mis 10 000. Et qui vient d'annoncer que suite à ce que... Parce que, finalement... Eux autres le savaient que beaucoup de monde travaille à la maison. Beaucoup de monde fait du yoga pendant leur chiffre. Voilà. Juste expliquer, OK, la manière que ça s'est passé. Elon Musk, c'est un génie, tout le monde sait ça. Ce que Musk a fait pour savoir comment les gens et les filles travaillent là-bas. Beaucoup de monde au département de marketing, beaucoup de monde au département de relations humaines puis de relations patenticibles, beaucoup d'affaires. Prof de yoga sur le payroll. Spécialiste, master de café sur le payroll. Il y a plein d'affaires. Oui, il y a des gars qui font des sushis sur le payroll. Ben oui, c'est quand même spécial. Spécial, pareil. Là. Et là, il a dit, j'aimerais que vous m'envoyiez les dernières lignes de code que vous avez fait dans les 3 derniers mois. Il a demandé ça dans un email à tous et chacun. Et là, il y a des milliers de personnes qui ont envoyé à rien. Ben oui, c'est ça. Il joue au ping-pong. Il était dans un tournoi de ping-pong il y a plus 3 semaines. Exact. Écoute, ils passaient leur journée dans le parc de chiens avec les 3 chiens. Ah oui. Ils n'ont pas fait une crise de ligne de code. C'est de là mon expression, les longs jeux de mur.
Ben oui, C'est les joueurs de c'est- ping-pong. Eux autres, sont sur le payroll, mais tu les vois pas. Tu les vois pas. Et là, on va les pogner. Ils pensent de s'en tirer. Hey, peux-tu m'envoyer tes 3 derniers mois des lignes de code que tu as faites, des jobs que tu as fait? À rien. Wow! Tout le monde savait que dans. Puis c'est un peu. C'est des jobs à 80 000, 90 000, oui. 100 000, 110 000, belles 120 000. Des jobs extraordinaires. Et qui a coupé aujourd'hui? C'est Microsoft. Combien? C'est 5 du staff. C'est 11 000 personnes, je pense, qui vont couper Microsoft. Oui. C'est du monde. Ils disent à peu près 4,5-5 du staff parce qu'ils ont énormément d'employés. Donc, c'est un genre de petit moyen ménage. Mais tu sais, on parle des grosses technos, là, Jeff, ces grandes multinationales-là. Mais c'est ça la grandeur du gouvernement. Là. C'est ça, mais si je regarde, j'ai pogné un article très, très intéressant. On parle des grosses technos, mais il y a plein de noms, plein de compagnies qu'on connaît, mettons comme Zillow, ou d'autres compagnies qui sont plus petites, mais c'est des compagnies techno. Et c'est du ménage à coût de 500, 800, 300, 1000. Il y a un dégraissage dans la techno depuis 6 mois. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais qui a commencé? Qui a été le premier à dire, attends un peu, là, on se fait fourrer. Il y a du monde qui se font fourrer. Il y a du monde qui travaille, mais qui ne travaille pas. Regarde, c'est pas juste une licorne au niveau des valeurs. C'est une licorne au niveau de tout. Moi, je le disais. Tu m'as entendu combien de fois dire, ben voyons donc. Comment une business qui brasse 5 milliards peut perdre 1 milliard? C'est ça. C'est toujours bien rien qu'une application où ce que le monde intérieur. Voyons donc, c'est impossible. Ben, c'est ça qui se passait. C'est que ça engageait du monde à pocheter et qui foutait rien de leur journée. Est-ce que c'est ça, tu penses, dans le gouvernement? Le gouvernement, c'est... À grandeur. C'est pire. Ça doit être incroyable. Ça doit être, incluant le domaine des hôpitaux. Là. Parce que c'est l'hôpital. Puis ma mère y est aujourd'hui, elle est à sa table d'opération en ce moment. En train de se faire changer sa valve. Ça devait être une opération de routine d'un jour, finalement, cœur ouvert. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu stressé. Mais on a tendance, parce que c'est la santé, les opérations, puis tout ça, puis on a tendance à dire « Ah oui, mais une fois qu'on est rentré, on a du bon service, puis ils font des miracles, puis etc., etc. » Oui, peut-être qu'il y en a des bons, là. Mais faites-vous-en pas que si ça coûte 52 milliards par année et qu'on a un service de marde de même, c'est parce qu'en dedans, il y a des problèmes de productivité à grandeur. Là. C'est clair. Il y a du monde. Vous voyez ceux qui travaillent. La raison pourquoi vous les trouvez bons, c'est que vous les voyez. Mais c'est ceux que vous ne voyez pas qui sont le problème. Et ça, il y en a à pocheter là-dedans. Mais moi, j'ai un truc pour les entreprises de techno, pour leurs prochains employés. C'est que tu mets une table de ping-pong dans la salle, et ceux-là qui jouent, t'es crise dehors. Oui. Oui. OK. On a une ici, on a une à Radio Pirate. Moi, J'ai pas joué encore. J'ai pas eu le temps Il n'y a encore. personne qui a joué. D'ailleurs, OK. moi, je me joins à Twitter, je me joins à Zillow, je me joins à Google. Et Radio Pirate annonce aujourd'hui que, comme Microsoft, je crisse 1000 employés dehors live. Voyons, ils sont où? Ben, ils sont chez eux. OK. Travaillent à distance. OK. Donc, on est une compagnie d'informatique, nous autres. Oui. C'est ça. Donc, moi, j'en gagne dans l'eau. Donc, faites un communiqué comme de quoi que Radio Pirate coupe 1000 employés. Oui. Donc, et c'est effectif dans 2 semaines. Oui. On coupe 1000 employés, puis il en reste 2. Il va en rester 2. J'espère que vous nous gardez, moi puis MC, la Madame Poubelle. Ah oui, il en reste 4. On est 4. 5 avec Tiger. Mais ce qui est spécial, c'est que dans cette terre-là, si je peux dire, de ces grandes compagnies techno-là, grandes compagnies et plus petites compagnies techno, où ce qui se fait du nettoyage, les shops, eux autres, ben, les électriciens, les machinistes, ils ne clairent pas de monde, eux autres. On dirait qu'il y a comme un genre de débalancement. Il y a des secteurs d'activité qui cherchent du monde à tour de bras, parce que c'est des activités un peu plus physiques, c'est des jobs manuels ou d'autres. Puis d'autres secteurs d'activité, ben il y avait plein de monde, en fin de compte, qui ne travaillait pas. Là. Il y avait une paye, mais ils ne travaillaient pas. C'est ce bout-là qui est spécial, pareil. Là. Parce que si tu veux te trouver un job, il y a une shop quelque part qui va t'engager après-midi. Là. C'est clair. C'est clair. Hey!
On a Joe Hamel tantôt. On a un vestiaire. Joe va rester avec nous autres, le vestiaire. Et Les va être avec nous autres aussi pour le vestiaire. Je ne vais pas parler trop de sport, mais je vais le faire pareil. Parce que c'est les Flyers, mais ça n'a pas rapport avec le sport. Ivan Provorov. C'est un bon joueur, ça? Oui. Provorov, oui. C'est un joueur. C'est un joueur normal. Là. C'est un Russe. Oui. Hier, il y avait une soirée pour les Flyers où pendant le warm-up, les joueurs de la NHL allaient porter le chandail là, pour la communauté LGBTQ+. Ouais. Le chandail Pride. Le Pride Exact. Night. Ils font ça dans le réchauffement. Il dit moi, je ne serai pas de la pré-game de skate. Je reste dans la chambre. Je veux rien savoir. OK? Bon. C'est un Russe. En Russie, le LGBTQ, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de gay, là. Mais là, on est plus que gay en passant. Là, c'est LGBTQ+. On a... La Ligue nationale de hockey est très, très, très woke. OK? Oui. Beaucoup trop. Leur but dans la vie, c'est de vendre du hockey. Les Flyers, il faut qu'ils soient meilleurs. Il y a un des meilleurs marchés de hockey en Amérique. Et là, ça ne va pas. OK? D'après moi, ils ont plus à s'occuper de quel gars on met sur la glace, qui on va chercher, qui on repêche, qui on développe, que commencer à porter des chandails aux couleurs gays. Mais là, revenons au départ, on a affaire à un Russe. Moi, je veux vous dire une affaire, OK? Personnellement, je trouve que tout ce qui est devenu un peu trop woke, incluant le LGBTQ+, et toute la patente, je trouve que c'est too much. Moi, j'ai aucun problème avec des femmes qui restent ensemble, qui ont des enfants, puis qui se marient, puis etc. La même chose avec des hommes. J'ai zéro problème. Je trouve qu'on commence à saucer pas mal des affaires dans la patente de LGBTQ. Il y a plusieurs affaires qui sont carrément, à mes yeux, que je trouve un peu weird. OK? Et on dirait qu'on tend de plus en plus vers les choses weird. Et je ne suis pas le seul. Même des gens gays qui sont dans le milieu du LGBTQ+, officiellement, ils le sont. Même eux autres commencent à trouver que là, ça commence à faire dur pas mal. Est-ce que c'est le rôle de la NHL de commencer à brasser ces affaires-là? Parce qu'il y a des affaires bizarres qui se passent là-dedans. Puis, il y a une chose que moi, je veux dire, on comprend qu'on aimerait que tout le monde... Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Si un gars veut de transformer en femme, il fait ce qu'il veut. C'est pas de mes affaires. Par contre, si ce gars-là rentre... Si ma fille est une boxeuse, puis ma fille mesure 5'5", et qu'elle pèse 115 livres, et qu'il rentre un gars dans le ring puis qui dit qu'il est une fille pour la battre, ben là, je vais m'objecter. Là. Je vais dire, hey, man, je comprends ton affaire, là, mais pas là. Là, t'es pas ce que tu penses. Là, t'es plus que ça, là. OK? Get out! Ça, c'est mon point de vue à moi. Et je vis dans une société où je veux que tout le monde fasse ce qu'ils veulent. Tout le monde s'habille comme ils veulent. Tout le monde peut coucher avec qui ils veulent. Ils peuvent ce qu'ils... Regarde, il y a bien des affaires que moi... Sauf que je veux que les gens gardent aussi leur liberté de s'exprimer. Et ça inclut des gens avec qui on ne sera pas d'accord sur « Ah, ben non, il n'est pas en même place que nous autres sur les valeurs. » C'est un Russe. Les Russes ne sont pas là pantoute avec l'histoire de LG. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de Russes qui sont gays. Pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles russes qui sont devenues des gars ou des gars russes qui sont devenus des... C'est pas ça. C'est qu'en général, dans leur patente, dans leur histoire, eux autres, c'est une famille plus traditionnelle. Ils sont comme ils sont. OK? Et dans la société dans laquelle on est, si on ne veut pas devenir une société qu'on a ridiculisée comme le Qatar, il n'y a pas longtemps, mais une de nos valeurs fondamentales, c'est de respecter l'opinion et ce que les autres font, puis ce qu'ils pensent, etc. Et ça, tranquillement, pas vite. Pendant qu'on est en train de laisser de plus en plus de place à des affaires très woke, très fuckées, ce principe de base-là, qui est de permettre aux gens, à tort ou à raison, c'est pas le point,
C'est pas « Ah, il a tort de faire ça ». OK, il a tort de faire ça, mais c'est quoi le but? Là? C'est de le canceller? C'est de le faire mettre dehors de l'équipe? C'est quoi la patente? Le gars, il est juste pas à l'aise avec ça. La beauté, c'est que sur les 22 joueurs, il y en a 21 qui sont à l'aise avec ça. Regardez ça d'un autre œil. Il y en a 21 qui sont des gars, là. Un milieu spécial, le milieu du hockey. On y a mis toutes sortes d'étiquettes récemment. Là. Même, il y a une banque qui nous raconte dans une annonce que le hockey, c'est un milieu de sexisme et de racisme et de tout ce que tu veux. Donc, l'étiquette des hockeyeurs n'est pas bien belle. Ben, quand même pas si mal. Il y en a 21 sur 22 qui ont porté le chandail et ont fait de la pratique. Et là, on s'intéresse à un gars. Est-ce que, si c'est ça, la proportion est quand même pas mauvaise. Il y a du travail qui a été fait pas pire. Là. Ça veut dire qu'on est rendu pas mal plus loin qu'on pense. Si c'est 21 sur 22, dans un domaine de gars rough, etc., c'est très, 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 très bon. Mais n'oubliez pas ça. Oubliez, le débat n'est pas il a tort, il a raison, il est bright, il est cave. C'est pas ça. C'est que depuis 20-25 ans, on demande aux gens d'accepter la différence. On demande aux gens d'épouser la diversité. On demande aux gens d'être plus ouverts que jamais. Et en même temps, on est de moins en moins tolérant envers les gens qui ne pensent pas comme nous. Des fois, c'est pour des patentes qui nous blessent. Des fois, c'est pour des patentes des patentes qu'on n'accepte pas, mais 0, 0, 0. Il y a un non viscéral. Mais vous n'avez pas le choix d'accepter ce qu'ils pensent. Parce que c'est la différence entre nous et d'autres. C'est la différence entre les États-Unis, et je pensais à un moment donné avec le Canada, mais je me suis trompé dans les dernières années. Je pensais que c'était la différence entre nous, parce qu'on passe des commentaires sur tout le monde, les pays on parle de l'Arabie Saoudite, on est-tu vraiment mieux qu'eux? On parle du Qatar pendant le... Et là, on agit comme eux. Si on n'est pas de l'école de pensée des bien-pensants, bien, automatiquement, on est excommunié. Bien, ça, c'est exactement de la manière que ça fonctionne des pays qu'on a visés il y a 2-3 semaines pendant la Coupe du Monde. Là. Notre avantage, c'est lui. C'est les LGBTQ ont réussi un travail, LGBTQ+. Bon, il y a des affaires là-dedans, je trouve trop saucé. Personnellement, mais regarde, le travail, restons au départ, homosexuels, filles, gars, etc., d'où on était il y a 30-40 ans, où on est rendu aujourd'hui, il y a eu un travail incroyable. Au point tel que 21 joueurs sur 22 qui ont le chandail sur le dos. Extraordinaire. Puis là, ben, on a un Russe. OK, donc là, on devrait l'excommunier parce que le gars pense pas comme nous. C'est pas de même qu'on est. Soyons meilleurs que ça. Il va peut-être finir par embarquer dans l'histoire. Ou peut-être qu'il n'embarquera jamais. On n'est pas obligé d'embarquer dans tout. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde parce que ça a des répercussions. On l'a vécu beaucoup pendant la COVID. Hein? On l'a vécu beaucoup. Si on n'était pas de l'école de pensée, si on était seulement des gens qui questionnaient, des gens qui témoignent, on a été excommuniés. Cette nouvelle religion d'excommunier les gens qui ne pensent pas pareil, ça fait énormément de dommages. Dans ce cas-ci, ça fait de la peine. Ça fait de la peine à du monde. Il y a du monde qu'il y a des gens que c'est triste, je l'aimais, moi, tel joueur, puis je pensais qu'il était plus ouvert que ça, etc. Il y en a d'autres qui disent ben oui, mais t'es en Amérique, tu peux faire ce qu'il veut. Peu importe où vous vous situez, peu importe où on se situe, je pense que c'est un droit fondamental, à tort ou à raison. Ça, c'est important de le préciser. À tort ou à raison. On a le droit d'être bon ou mauvais. On a le droit de 100% être sa coche ou complètement être à côté. On a le droit. Tu reproches à Provorov de ne pas être ouvert, puis toi-même, tu ne l'es pas. Parce que tu n'es pas ouvert à la différence toi-même. C'est la différence. Est-ce qu'il y a des Québécois qui sont religieux? Oui. Il y a des Québécois qui sont religieux. Il y en a encore. Il y a des Québécois qui sont religieux. Mais lui, là, il y a des Russes religieux, puis il y a des Russes qui ne sont pas religieux. Lui, il est religieux parce que lui, il fait partie de l'Église orthodoxe. Voilà. Russe. Lui, il a une foi orthodoxe. Donc, lui, il est religieux dans sa religion orthodoxe, qui est une religion chrétienne. Là. Donc, lui, les autres, ils ont des croyances orthodoxes.
Puis vous avez le droit de dire que ces croyances-là sont Voilà. arriérées par le tonnerre. Ouais. Est-ce que les gens de la communauté LGBT peuvent se marier à l'Église, ici au Québec? Je pense que oui. Est-ce qu'ils peuvent? Devant un curé? Non, tu penses que non, hein? Non, ils ne peuvent pas. OK. Ils peuvent se marier. Ils peuvent Se marier civilement. OK. Civilement. Donc, il y a peut-être un curé, une place qui le fait. Oh, là, peut-être, mais, ouais, en c'est ça. général, Exactement c'est ça. En général, là, je pense que l'Église catholique, si on peut dire, il y a certaines ouvertures là, qui s'est faite à travers le temps, là, mais il y a des églises dans le monde où tu ne peux pas. Mais tu peux te marier, mais tu ne peux pas te marier du point de vue religieux. Donc, lui, il est dans une religion. Est-ce que sa religion est bonne ou pas bonne? Mais lui, il est dans cette religion-là. Comme tu disais tantôt, les gens du Golfe, ben, eux autres sont dans une religion aussi. Mais la beauté, c'est que nous autres, on est dans une place où c'est libre. Donc, tu as une liberté de croyance. Oui. C'est On ça comprend notre que force. si le gars il sort dehors et il sac des volets à du monde qui ont un chandail de même et qui sont dans ce groupe-là, Non, on je le comprends. dénonce. C'est Non, pas de c'est ça qu'on Là, parle. on parle de violence. Là, le gars, il décide de ne pas mettre le gilet, puis après ça, il joue sa game d'hockey normalement. Oui. Je comprends que ça Mais peut qu'est-ce paraître... que la Ligue nationale de hockey fait là-dedans? Ben, c'est ça l'histoire aussi, là. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. À chaque fois qu'on amène des affaires de même, ça tourne toujours en marde. Rappelez-vous comment ça a été tough, la NFL, avec l'histoire du genou à terre. Ça a provoqué des patentes à pu finir. Il y a des joueurs qui ont scrappé leur carrière. Mm-hmm. Puis pas juste le carrière des 49ers. Il y en a d'autres également qui c'est devenu tellement intense leur affaire qu'ils ont oublié d'être bon football. Puis ça a provoqué des histoires dans les vestiaires. Regarde là, éloignez ça le plus possible. Et la NHL est très woke. La NHL est très woke. La NHL a fait un tweet dans le temps des fêtes ou un peu avant les fêtes. Je pense qu'on était encore en onde à ce moment-là, où on a fait un genre de tournoi. Puis on dit, nous, c'est le premier tournoi qu'on commandite, dans lequel on est impliqué, où il n'y a plus de sexe. C'était un tournoi, comment ça s'appelle ça, là? Non-genré. Oui. Ben, le tournoi, on a vu les tweets, on a vu les réactions aux tweets. Mais ce qu'on n'a pas su, c'est que la Ligue nationale s'est dissociée du tournoi à la fin. Parce qu'il y avait une équipe de gars qui était devenue une équipe de filles, qui a joué contre des filles, puis ils ont quasiment tué. Donc, c'est devenu une genre de méga joke, ce tournoi-là. Donc, voyez-vous, vous placez dans des situations où ils n'ont pas l'affaire à aller. Le hockey de la Ligue nationale, c'est du hockey. Ils vendent du hockey de la NHL. C'est-à-dire des gars avec un chandail orange et noir et blanc, puis ils jouent contre un chandail blanc et rouge. C'est le même, ça finit là. Il y a une poque dans le milieu, il y a des gars avec des bâtons, des patins, puis il y a des gars dans chaque bout de la patinoire qui a un masque d'en face. Ça finit là. Je veux dire, c'est pas le rôle de la Ligue. Ça fait que ça. Regarde, il va devenir le méchant pour certains. D'autres vont peut-être le rendre trop héros alors qu'il n'y en est pas un 0-0-0. Je veux dire, ça fait partie des affaires qui ne nous rapprochent pas. Ça fait partie des affaires qui nous divisent plus. Il a répondu calmement aux journalistes, parce que là, les journalistes, ce sont... Ah, eux autres, hein, les journalistes oui, sont... mais là, ça les touche beaucoup, ça. J'ai le vidéo, mais j'ai pas l'audio, là, parce que je viens de le pogner là, pendant que je te parle. Mais il semble avoir répondu calmement aux questions des journalistes. Le gars, il s'est expliqué. C'est-à-dire... Thank you, Ben. Voilà pour le départ d'aujourd'hui, Radio Pirate Live. Joe Hamel est stand-by. On a également le vestiaire. Et est-ce qu'on aura une... On ne sait plus, là. Est-ce qu'on aura une boîte ou une poubelle à Jeff? Mystère. Dur à dire. Faut rester jusqu'à la fin. On a Jeff Fillion. On vient sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.
OK, de retour sur Radio Pirate Live avec Joe Hamel pour sa visite hebdomadaire. Mon chum Joe, comment tu vas? Tu as eu une grosse fin de semaine, gros début de semaine aussi? Ah ouais, écoute, un petit retour à la normale là, après la petite pause des fêtes. C'est toujours le fun de revenir dans une certaine normalité. Les réponses au courriel arrivent plus vite, là, disons, que la première semaine de janvier. Là. Oui, il y avait beaucoup de retours. Je suis en vacances. Hey, le Bitcoin, on en achète-tu? Là. Ah, ben écoute, moi, à long terme, je suis toujours bullish. Tu sais, quand tu regardais en bas de 20 000, on était sous la barre de la moyenne mobile des 200 jours. Donc, c'est sûr qu'après le recul, en regardant dans le passé, ça a toujours l'air plus facile, mais c'est toujours une question d'accumulation. Le Bitcoin, dans le fond, c'est as-tu plus de Bitcoin que l'année passée en nombre et non pas en prix? Donc, c'est toujours une question d'accumulation. Tu sais, la question, pose-toi, penses-tu que, mettons, dans 2 ans, Bitcoin va être en haut de 20 000 ou en bas de 20 000? Et logiquement, je pense que selon ce qu'on a vu, le type de performance dans le passé, c'est pas garant de l'avenir, mais généralement, quand il y a eu des gros pullbacks de 60, 70, 80 %, ça s'est généralement replacé dans les années subséquentes. Puis l'année prochaine, en 2024, il va y avoir une diminution de la récompense aux mineurs, ce qu'on appelle le halving. Donc, Bitcoin devient de plus en plus rare. Et ça arrive aux 4 ans. Donc, historiquement, ce n'est pas une corrélation qui est parfaite, mais historiquement, ça a été un événement qui a profité là, au cours du Bitcoin. Fait que, moi, je pense que les investisseurs, un investisseur avisé devrait posséder au moins un Bitcoin. Là. Si vous avez moins de 50 ans, 40 ans, ben, vous allez pouvoir avoir une plus grosse allocation, mais moi, je pense que c'est un actif qu'on doit posséder. Est-ce que, j'en parlais avec Jerry tantôt, je pense qu'on est en dehors des ondes, Jerry, je ne sais plus, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Comme dans n'importe quoi, là, il y a des gens qui vont faire un thumbs down. Ah non, on ne touche pas à ça. Mais il y a beaucoup de gens très, je dirais, bullish, puis qui nous disent, gars, tu es à 21 000, mais moi, je le vois à 100 000 bientôt. Un autre gars, je le vois, moi, à 1 million. Ben, y a-tu trop de surenchères d'un côté, les haters et les lovers là-dedans? Ben, faut faire la part des choses de deux côtés. Premièrement, les haters sont constamment dans l'erreur depuis, 10 ans. Malgré la volatilité, Bitcoin est un succès incroyable. Bitcoin, nonobstant la mauvaise presse, la technologie progresse énormément. Je faisais quelques tests récemment là, avec ce qu'on appelle Lightning, c'est-à-dire les micro-paiements sur Internet. Tu peux payer quelques cents en une microseconde à quelqu'un d'autre sur Internet, à peu près sans intermédiaire. Puis toi qui es un percepteur de paiement, Jeff, comme pour tes abonnements, tu sais que ça coûte cher recevoir des paiements. Donc ça je pense que c'est un cas d'utilisation qu'on n'a pas vraiment vu encore déployé à grande échelle. L'utilisation du Bitcoin comme paiement, ça, c'est en train d'être développé. Mais c'est vraiment actuellement ce qui nous intéresse, c'est la question, c'est peu importe le prix de Bitcoin, c'est que la quantité, elle est vraiment non seulement limitée, mais l'émission des Bitcoin est fixe dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est entièrement prévisible, ce qui n'est pas le cas avec à peu près tous les autres instruments, à part l'or, là, qui est relativement prévisible également. Donc, c'est ça, je pense, c'est un point d'ancrage objectif dans une économie totalement subjectif qui est otage, si tu veux, des petits comités de bureaucrates là, qui peuvent décider d'évaluer votre monnaie. Puis c'est ce qu'on a vu dans les 2 dernières années. Puis ça, c'est énorme ce qui s'est passé, que l'idée, puis d'ailleurs, ça me permet de pivoter sur le sujet de Poilievre, l'idée que les déficits gouvernementaux puis le fait d'imprimer de l'argent, ça a un effet direct sur l'inflation. Ça n'a jamais été aussi évident que dans les 2 dernières années. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PhD en économie. Les gars de Chicoutimi-Nord, les anciens animateurs de radio, puis ceux qui animaient le concours de panache au Banco Bar, ils le disaient également. Oui. Donc, c'est qui ça? Je ne sais pas. Il doit se sentir visé. Mais ça, c'est 1 + 1 = 2. Là. Je veux dire, tu imprimes de la monnaie. Donc, l'inflation, ce n'est pas les prix qui augmentent. Oui, c'est les prix qui augmentent, c'est la conséquence. Mais la mécanique, c'est que l'argent dans vos poches, elle est dévaluée parce qu'il y a plus d'argent d'émis. C'est ça qu'il faut comprendre dans la dynamique d'inflation. Puis ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il n'y a personne qui a voté là-dessus. Il y a des gens qui ont voté là-dessus par la bande en appuyant massivement les mesures liberticides et qui a donné qui a mené aux multiples mesures gouvernementales inutiles qui ont permis justement de cette impression monétaire-là. Mais il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas tellement transparent comme processus, puis c'est plus souvent qu'autrement, c'est les plus pauvres qui en souffrent. Parce que généralement, les plus riches
eux, ils ont des instruments financiers où les actifs généralement augmentent aussi avec l'inflation. Là. Donc, il faut comprendre cette dynamique-là. C'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qui est caché. Puis c'est l'éléphant dans la pièce que les idiots utiles de la finance ne parlent pas parce que c'est tellement évident. Là. C'est comme les lois de la physique. Là. C'est inquestionnable. Est-ce que tu crois, avant qu'on parle de Poilievre, est-ce que tu crois... je disais, je ne sais pas, je pense que quelqu'un de chez Desjardins, là, une banque quelconque, il disait, bon, le taux d'inflation va se calmer dans la prochaine année, parce que le taux d'inflation est toujours comparé à l'année d'avant. Donc là, à un moment donné, quand on va se comparer à octobre 2022 en 2023, c'est sûr qu'on aura subi l'augmentation. Et s'il y a une augmentation du taux de la vie, du coût de la vie de 2 bien, c'est 2 de plus que le 8 qu'on avait eu l'année d'avant. Mais eux autres, ils disent, à cause de ça, ça va se calmer. Mais dans le fond, je veux dire, ça va se calmer. Mais mon panier d'épicerie va coûter, lui qui coûte probablement à l'année 1000 $, de plus pour ma famille, bien, il va coûter un autre 200 de plus. Là. Je veux dire, ça va se calmer d'une certaine mesure. Mais c'est drôle un peu de les voir parler de ça comme... Tu sais, c'est un peu sans émotion, sans rien, parce que justement, comme tu le dis, c'est des gens habituellement qui nous parlent de ça, qui ont des conditions où, oui, ils doivent subir un peu l'inflation, mais pas tant que ça. Là. Ça ne les empêche pas d'aller s'acheter un steak vieilli 45 jours. Mais dans les faits, c'est que ce matin, on voit qu'avec l'augmentation des coûts dans tous les domaines, les propriétaires de logements vont pouvoir augmenter leur location de quoi? 8-10 %. Donc, pour des gens pauvres, ce qu'on voit dans l'article de ce matin, des gens pauvres, très pauvres, ils payent leur logement 550 $ par mois en ce moment. Eux autres sont pognés à la gorge et là, maintenant, ça sera 650. Ça va être 100 $ de plus pour ces gens-là. Donc, eux autres sont vraiment, quand tu parles des pauvres, qu'eux autres le vivent pour vrai, eux autres sont vraiment touchés par ce qu'on nous a fait vivre pendant les 3 dernières années. Puis les conséquences, tu as raison, on le voit. C'est les gens, oui, très pauvres, les gens de la classe moyenne inférieure, puis d'une certaine mesure, la classe moyenne supérieure, bien, elle vit moins de luxe. Elle a une vie moins glamour qu'elle a déjà eue. Elle a une vie où, pour la première fois de sa vie, elle ne fait pas son épicerie au complet chez IGA ou chez Metro. Elle va faire un tour au panier extra, elle va faire un tour chez Walmart, elle se promène. Donc, mais ceux qui nous parlent, eux autres, du monde au-dessus de eux, incluant les politiciens, by the way, là, nous dire, Dubé, j'ai vu le montant avec lequel il est parti de la caisse de dépôt. C'est tout bien pas ça qui le stresse. Le premier ministre, pareil. Il y en a d'autres dans cette équipe-là non plus. Donc, le point que ça touche vraiment les gens qui sont plus pauvres, il est très important à ce point-là. Là. Non, absolument. Puis il faut faire le lien entre les mauvaises politiques gouvernementales qui proviennent de mauvais incitatifs, qui provoquent l'endettement, puis par la suite, c'est vraiment de cause à effet. Et c'est un peu là-dessus, là, je reviens avec Poilievre. Poilievre, tu vas dire que c'est un populiste. Oui, et il fait bien, parce qu'il fait bien de miser sur, je te dirais, la rage qui est en train de se bâtir, justement, le backlash qui est en train de se bâtir sur l'inflation, parce que les gens le perçoivent. C'est un bon sujet, parce que les gens le perçoivent à tous les jours. Alors que, tu sais, comme l'impôt, c'est comme un peu plus diffus là, annuellement, alors que l'augmentation des prix, tu le vois directement. Donc, tu vois, lui, il fait le lien directement entre les déficits inflationnistes et l'augmentation, la plus grosse augmentation du coût de la vie en 40 ans. C'est quand même incroyable, là. Quand tu regardes, on est, je pense, à l'équivalent du milieu des années 80. Donc, c'est des chiffres qu'on pensait. Et ces gens-là disaient, en passant, ces experts-là disaient qu'on ne reviendrait jamais à des taux d'inflation comme ça. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, j'ai vu quelques présentations d'économistes depuis, disons, le 4e trimestre 2022. Puis la plupart des grandes banques et des grands joueurs prédisent que l'inflation va retourner autour de 2-3 % dès le premier trimestre de 2024. Moi, je trouve que c'est extrêmement... moi, je trouve que ils ont un peu des lunettes roses par rapport à ça. Moi, j'ai jamais pensé que l'inflation allait à 10-15 % là, comme au début des années 80. Là. Écoute, ils ont plus d'instruments maintenant que dans le passé. Donc, ils ont réagi quand même en retard, mais ça aurait pu être pire en attendant plus. Moi, je pense qu'ils ont agi comme 2 trimestres trop tard, mais bon. Est-ce qu'on va voir? Moi, je pense que ce qu'on va voir, c'est plusieurs années au-dessus de la fourchette des 2,5 %, là, quelque chose comme peut-être 4, 3. Je pense qu'au-dessus de 4, là, ça va être pas mal la normale. Et en passant,
c'est un taux qui est normal dans une perspective historique. Là. Si je te parle de l'histoire des taux d'intérêt, pas dans les 20 dernières années, mais dans les 1000 dernières années, dans les 5000 dernières années, le taux d'intérêt naturel réside entre 5 et 7 là. Donc, et quand tu y penses, ça fait du sens parce que la valeur de l'argent dans le temps ne peut qu'être positive. La normalité, c'est pas normal que l'argent retourne 1 ou 0 même à la limite, et même négatif. C'est totalement anormal. C'est contre la logique. Hey, je veux que tu me parles. Avais-tu fini sur Poilievre ou tu veux-tu switcher Écoute, tout de suite rapidement, c'était ça. Écoute, j'ai bien aimé sa tournée. J'écoutais ses interventions. J'ai un petit mot aussi sur le sondage. Je ne sais pas si tu as vu le sondage ce matin. C'est Nanos. Les conservateurs prennent 2 points. Les libéraux perdent 5 points. Ce qui est intéressant, c'est que le NPD et le Parti vert prennent 3 et 4 points respectivement. Le Bloc perd 1 point, ce qui est normal quand les conservateurs montent. Le Bloc, généralement, baisse un peu parce que, tu sais, c'est drôle, dans le fond, les conservateurs, tu as probablement quelques électeurs de la CAQ au Québec, puis des électeurs du Bloc. Donc, ça fait baisser notamment le Bloc. Et le NPD qui remonte, en fait, ça peut diviser le vote du Parti libéral. Ce qui est intéressant, c'est, je pense que là, on a la gauche, entre guillemets, il y a une certaine partie de la gauche qui commence à voir, tu sais, les politiques autoritaires comme notamment la loi C11 sur le contrôle du discours en ligne, etc. Donc, je pense que ça commence à avoir un backlash plus grand que ces gens-là pensaient. Puis, tu as quand même un relent aussi des politiques autoritaires au niveau vaccinal, transport, etc. Là, ça a quand même laissé des conséquences, même s'il a gagné l'élection comme tout de suite après la pandémie, mais on est encore dedans, donc c'est difficile à déterminer. Là, il semble avoir un backlash qui est plus grand, puis ça semble profiter aux conservateurs, donc c'est encore loin de la majorité. Ben, c'est en bas de 40, 38, 39, c'est dur à dire si ça va être majoritaire, mais du moins, la tendance est bonne pour Poilievre. Puis je ne suis pas inquiète, là, il est bon. That's it. J'ai vu ses commentaires sur le troisième lien et sur le je trouve qu'il s'accroche. Écoute, personnellement, à chaque fois qu'il je me méfie toujours de ces politiciens-là qui sont là depuis toujours. C'est mon chum Denis The Beautiful qui connaît ces politiciens-là personnellement ou de très près depuis longtemps. Oublie jamais que c'est des politiciens. Mais en tout cas, de tous les politiciens, si j'ai à choisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un discours qui ressemble à ce que nous autres, on demande depuis longtemps. Au Québec, j'ai hâte de... Tu sais, je comprends que le Parti conservateur ne va pas essayer de bâtir sa stratégie pour convaincre le Québec de voter pour eux, puis ils vont essayer de voter, de gagner, surtout par le tour de Toronto, ces coins-là. Mais ce serait le fun. Là. Ce serait le fun que Poilievre, et c'est dur, hein, parce que il se fait... déjà, on l'a mis dans le clan des mauvais, des méchants, donc on sait comment ça marche maintenant. C'est dur pour lui de venir puis d'essayer de se faire connaître, parce que les commentaires de LCN, les commentaires dans le journal, les commentaires de ci, les commentaires de ça, c'est ça qui est énervant. On ne laisse pas les gens se présenter. On ne les laisse pas nous le temps d'apprendre à les connaître, de voir le fond un peu. Moi, je sais, j'en suis un peu plus, puis on se dit, ben écoute, ça, c'est notre homme. Mais il y a beaucoup de monde qui devrait se reconnaître en Poilievre. Ça devrait être le politicien le plus populaire au Québec et de loin en ce moment. Ben, actuellement, oui, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a une frange plus à gauche qui va le détester, peu importe ce qu'il fait. Il y a une bonne partie des médias et des chroniqueurs qui vont le détester, peu importe ce qu'il fait, et ça, il comprend. D'ailleurs, il n'embarque pas dans leur jeu. Rappelle-toi, il avait refusé d'aller au souper de la tribune parlementaire, l'espèce de clownerie là, à la fin de l'année, avec raison, parce qu'il avait dit quelque chose comme... le message était « Vous nous avez chié dessus pendant 2 ans. Pensez-vous vraiment que je vais aller dans votre espèce de petit party? » Ce que je déplore d'Éric Duhem actuellement, c'est justement de la participation à toutes ces espèces de clowneries, sans pouvoir faire partie de la gang. Là, moi, je pense que ça, c'est la distinction avec Poilievre qui semble beaucoup plus maintenir la ligne, sans nécessairement attaquer les médias. Il reste ferme, il leur répond, il les corrige quand c'est le temps, puis il n'embarque pas dans leur petit jeu de show business quétaine de show de variété. Là. Donc ça, je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, le PCQ devrait être, d'ici la prochaine élection, mais même après, ça devrait être, disons, un club école pour aider le PCC dans l'élection de députés au Québec. Il n'y a rien à faire de toute façon pour les 4 prochaines années en termes de... Ils n'ont pas de siège. Le rôle du PCQ, ça devrait être de développer, de miser sur le développement du discours conservateur et lâcher les espèces de conneries du showbiz et tenter d'être dans l'actualité à tout prix. Là. Regarde. C'est-tu vrai l'histoire?
Il y a comme L'histoire du taxi? Non, l'histoire que Poilievre a rencontré Mme Guilbeault. J'ai Guilbeault puis Éric Girard. Là. Puis Éric Girard. Écoute, j'ai rencontré pas mal de conservateurs cette semaine, fédéraux, puis il y en a qui avaient certains doutes. Je sais pas si... Ça provient, je pense, de Chantal Hébert. Ça vient de Chantal Hébert, exactement. Mais il a dit que c'était pas vrai, là. Non, Éric Girard, je trouve ça, c'est bizarre. Le gars démissionnerait comme ministre provincial alors qu'il il va probablement terminer son mandat. Je vois pas pourquoi qu'il le ferait pas. Puis l'autre est vice-premier ministre. Guilbeault est un peu fourré actuellement parce qu'elle a été un peu sidelinée. Il la voit comme une potentielle future... en fait, c'est une potentielle rivale. On connaît aussi... la rivalité qu'elle avait avec les hashtags crise de péquistes à la CAQ. Ça avait brassé à plusieurs reprises. Donc, naturellement, plus fédéraliste, j'imagine. Dans les 4 prochaines années, c'est quoi le timeline? C'est quoi les opportunités pour Guilbeault? Je sais pas. Moi, personnellement, je serais très, très déçu si Poilievre, ça a été le visage quand même de la répression, là, Geneviève Guilbeault, dans les 2 dernières années. Elle a quand même fait une conférence de presse avec un genre de tank de la police en arrière en disant de rester chez nous. Là. Moi, si jamais ça arrive, c'est mon comté à moi, là. Moi, je peux pas voter pour ça, là. Je vais m'abstenir. Non, c'est ça. Moi, je pense que je pense assez conscient de ça. Ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup de stratèges sont déçus du PCQ avec beaucoup d'affiliations avec des péquistes à l'interne, etc. Une espèce de discours un peu trop nationaliste par moment. Donc ça refroidit un peu le PCC qui était en mode observation là, sur le PCQ. Là. OK. En passant, juste vous donner une petite nouvelle de même, c'est CNBC ce matin qui a sorti la nouvelle, parce qu'on parlait de Poilievre, puis Poilievre fait une bonne job sur les réseaux sociaux, fait de bons vidéos, donc il sait comment bien manier les réseaux sociaux, puis ça, je pense que c'est vraiment, en tout cas, un gros plus pour lui, surtout qu'il n'y a pas aucun média qui va nous le dépeindre comme on devrait le dépeindre, donc d'être à l'aise, puis d'avoir une bonne stratégie de réseaux sociaux, c'est très important dans le cas de Poilievre. Mais on vient d'annoncer, en tout cas, c'est la rumeur selon CNBC. Dans les prochaines heures, Trump annoncerait qu'il est de retour sur Twitter et sur Facebook. Donc, je ne sais pas si le deal avec Truth Social, pas tant de choses, est comme terminé. C'est peut-être quelque chose qui ira nulle part, mais là, à un moment donné, il y a une campagne à faire, puis s'il veut être là, il faut qu'il soit entendu plus que sur un réseau social qui est probablement... où il y a le nombre de followers est peut-être, je ne sais pas, 0,5% du nombre qu'il y a sur Twitter. Donc, lui qui avait dit qu'il ne reviendrait pas, CNBC nous dit que Trump, je viens de lire ça là, Trump serait de retour sur Facebook et sur Twitter là. Je pense que ça peut être bon pour nous autres. Quand tu y penses, c'est irrésistible. Là. Le gars a comme 80 millions d'abonnés, je pense. Là. Fait que, le reach que tu peux avoir est difficile à résister. On comprend. Moi, j'ai jamais cru là, en passant. Là, Truth, Parler, tous les autres. C'est voué à l'échec. Il faut vraiment... Oui. Avec l'orientation actuelle, je pense que Trump doit revenir sur Twitter. Je pense que l'avenir est sur ce média-là. C'est une place de débat comme nulle part ailleurs. D'ailleurs, là, j'ai dû me créer un nouveau compte parce que mon ancien compte suspendu pour X raisons et semble être tombé dans les limbes. Donc, tu comprends que c'est beaucoup de gens connus qui ont été réinstaurés, mais je pense que je ne suis pas encore assez connu pour avoir de l'impact. Donc, vous pouvez aller chercher mon nouveau compte. C'est JML_Redux, REDUX. C'est mon nouveau compte en attendant de recouvrir mon nouveau compte, mon ancien. Les gens vont dire, ouais, mais il est déjà sur Twitter. Oui, ils ont réinstauré son compte. Mais lui n'était pas encore intervenu une fois que le compte a été. Oui, c'est ça. Dans le fond, le compte a été restauré, qui était suspendu. Mais là, il n'a pas posté depuis ce temps-là. On voit ses derniers tweets, je pense, de janvier 2020, right? Yes, exact. Puis plus on les lit, d'ailleurs, je suis allé les relire de temps en temps, plus on se demande c'est quoi l'histoire qui est arrivée, on comprend pas trop. Là, mais, non, c'est ça. Là. Fait que c'est ça. Écoute, c'est un autre débat. Ça va être à suivre. Mais là, il y a une espèce de... les démocrates sont en train de se planter de plus en plus. Là, avec tu as suivi le délire des fours au gaz. Là. Ça a sorti de nulle part, cette affaire-là. C'est incroyable. Personne ne s'attendait à ça. Finalement, ils ont tous des poêles au gaz. Nancy Pelosi, AOC, etc. C'est là que je te dis que moi, je suis assez enthousiaste pour le futur parce que ce genre de niaiserie-là, c'est de plus en plus radical puis ça arrive de plus en plus vite. Tu sais, quelle sorte de niaiserie vont nous sortir dans le prochain trimestre pour maintenir le momentum de ce discours paternaliste, néo-malthusien sur la décroissance.
je pense que ça fait juste décrédibiliser leur discours. Fait que moi, je regarde ça avec mon popcorn. Là. Puis j'ai lu quelques affaires. Il y en a qui disent « Oh, son sac, c'est rien que des riches qui ont ça. Il y a 3 de poêle au gaz au Québec. » Moi, c'est parce que je ne comprenais pas. Aux États, c'est plus que ça. Premièrement, c'est sorti des États. J'en ai parlé la semaine passée quand c'est arrivé. Et ça, c'est sûr que ça s'est répandu au Québec. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. « Ah, ça me touche pas. C'est pas grave. » Non, c'est parce que toi, t'aimes le skidoo, puis tu n'en veux pas de skidoo électrique. Toi, t'aimes le skidoo que t'as, puis t'en veux un autre pareil dans 2 ans, mais avec la version de 2024. Le prochain, c'est toi, là. Après ça, c'est l'autre. Puis c'est parce que quand tu donnes la permission à une chose, à un moment donné, ça va être des choses que toi t'aimes. Donc, il faut s'en occuper même quand c'est pas des choses qu'on a. Ça, c'est le principe. Je pense que c'est ça qui est dangereux. Puis dans le cas des fours au gaz, ben, à peu près tous les restaurants ont des fours au gaz, puis il y a une raison derrière ça. C'est ça. Jerry, je pense, peut l'expliquer. Ça a une efficience, ça a une rapidité c'est qui est extraordinaire. difficile à égaler. Donc, là, tu parles de la physique. Il y a une réaction thermodynamique qui est difficile à... Tu peux pas lutter contre ces lois-là. Là. Donc, quand même que tu veux avoir des fours électriques qui sont alimentés par l'énergie solaire, ça n'arrivera pas là, pour faire ton pad thai en 1 minute et demie là, au Thai Zone. Hey, dernier sujet, Joe, que tu veux parler, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé dans le... Je ne sais pas si c'est hier ou ce matin de bonne heure à Radio Pirate Prime, mais j'ai dit à Jerry et à Mr. White, j'ai dit, ils vont remarquer que c'est bizarre que plus personne parle du vaccin. Il n'y a plus personne, incluant puis hier, il y avait un pirate qui a fait un tweet là-dessus, puis j'ai dit, il a tout bien raison, lui. Il n'y a pas un chat, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires de crise de cœur, des jeunes de 27 ans, 30 ans, 35 ans. On en voit partout qui tombent, ça tombe comme des mouches. Et là, comme depuis, 2-3 semaines ou 1 mois, il n'y a plus d'histoire de vaccin. On n'en parle plus ben. On est plus sur le masque que sur le vaccin. Eh bien là, on a notre réponse ce matin, là. Il y a un changement carrément dans la stratégie de vaccination au Québec, là. Ben, en général, puis c'est l'éléphant dans la pièce. Remarques-tu comme personne parle de ça? C'est comme, oh non, on est passé à d'autres choses, là. J'écoute, mon ami Francis Pouliot, que je pense que tu as déjà parlé, avait fait un tweet incroyable, je pense, dès 2020. Il dit, quand ça va être fini, là, cette affaire-là, là, la crise en général, il dit, ça va être comme la fin du film, je pense que c'est Chocolat ou quelque chose de même, ou Le Parfum. C'est tout ça, tu sais que, Jerry, tu sais quoi ce film-là? Tu sais, à la fin, genre, c'est un parfum qui ensorcelle toute la population, puis il y a une genre de méga orgie dans la ville, puis à un moment donné, tout le monde se réveille, puis là, ils font semblant que rien n'est arrivé. Tout le monde fait comme si c'est ça, exact. C'est exactement ça. C'est carrément ça. C'est comme la fin de ce film-là, où là, tout le monde se rend compte du délire incroyable, puis des dérives autoritaires et liberticides dans lesquelles on a été embarqués, puis qui ont contribué. Beaucoup de gens ont contribué. On voit d'ailleurs, là, on a des screenshots, on a gardé les reçus, puis c'est important, ça, on ne va pas oublier. Là, les gens font comme, OK, non, ça, c'était dans le temps. Là, on est passé à d'autres choses. Puis là, on commence à voir des conséquences. Ils commencent à voir, c'est drôle aussi de voir les médias commencer à parler soudainement des effets secondaires potentiellement nocifs du vaccin sur certaines personnes. Donc là, ça commence à sortir. Fait que tu ne peux pas éternellement cacher des faits. T'sais. Puis avec le temps, moi, je pense que ça va être de plus en plus évident que, écoute, on avait raison sur toute la ligne. Et le temps va nous donner raison. Donc, mais là, là, ils ont commencé à dire, justement, je pense ce matin, qu'en bas de 60 ans, d'ailleurs, ça aurait dû toujours être ça, la politique. Là. Même en bas de 60 ans, ça n'aurait jamais dû être obligatoire, même suggéré. C'est comme le vaccin de la grippe, en réalité. Si vous n'êtes pas à risque, il n'y a aucune raison de s'exposer à un autre risque qu'on commence à voir. Donc, c'est fascinant de voir à quel point des choses aussi évidentes aient pu rentrer dans la tête du monde, puis des gens intelligents et rationnels. Là, c'est une hystérie collective, littéralement. Mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui doivent avoir honte là, de lire ça. Oui, finalement. Et pas rien que les décideurs, le monde dans la population aussi. Peu importe il y en a qui ont perdu beaucoup, financièrement, tout ça, mais qui ont maintenu la ligne. Puis je pense que historiquement, dans le temps, ils vont avoir raison. Et ça, c'est dans des périodes comme ça, c'est là que tu vois c'est qui les vrais leaders d'opinion, les gens qui ont des valeurs, un système critique également. Puis c'est pour ça que tu as besoin de dissidents, puis d'un discours critique, puis là, je vois la CAQ là, ce matin parler de la ministre Derry qui dit qui fait la morale aux universités, que là, ça prend du discours critique, puis arrêter d'être woke. Hey, ça a été le régime le plus répressif au niveau du discours, potentiellement de l'histoire du Québec. C'est quand même incroyable de les voir
se draper dans la liberté d'expression, toi, puis c'est incroyable, ça. Il me lève le cœur. Arrête, il me lève le cœur. Non, oui, plus au nez, il me lève le cœur. Thank you, Joe. Bonne semaine, mon ami, puis merci pour ce beau 25 minutes. Regarde, ça fait toujours plaisir de jaser avec Joe. Plus de Joe encore la semaine prochaine. On s'en va vers le vestiaire avec Les. Et après, on a la boîte avec Jerry. We're gonna take on the world. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Tiens, oui, on Guy est avec nous autres pour nous introduire le vestiaire avec notre chum Les, Jerry, Mr. White, Tiger, plein de monde Tiger, plein de monde pour jaser de plein de rumeurs dans la NHL, plein d'histoires. Regarde, on a parlé au début du show de l'histoire qui s'est passée à Philadelphie, dossier réglé dans mon cas à moi, donc il n'y a pas d'histoire là. Mais Les, t'as donc bien des potins, toi, là. Ah oui, mais je fais de la lecture sur NHL.com, puis tu sais, je parle, tu sais, j'ai parlé à des chums, puis tout ça, mais là, la grosse rumeur, là, mais tu sais, c'est toujours une rumeur, là, c'est Erik Karlsson, tout le monde sait qu'il part, là. Ça, c'est sûr que lui, la saison, tu sais, la meilleure saison depuis 2, 3, 4 ans. Puis là, ils veulent l'échanger, c'est sûr. Fait que là, ils vont l'échanger, mais là, la grosse rumeur, c'est que New York Rangers, ils ont déjà une brigade défensive assez bonne, mais ils iraient chercher Karlsson contre Lafrenière. Hey, ça serait tout qu'un trade, là. Moi, je pense que le San Jose est gagnant, là, mais pourquoi? Si New York veut aller jusqu'au bout, là, ça prend ça. Est-ce qu'ils fit, est-ce que ça leur manque, ce genre de joueur-là, pour sortir le puck, patiner un peu plus? Qu'est-ce que ça leur prend? Ben non, mais c'est un corps arrière. Ils vont en avoir 2 là, parce qu'ils ont quand même ils ont du stock, eux autres, à la défense. Là, ils ont Trouba qui est très, très bon. Ils ont l'autre jeune aussi, là, que son nom m'échappe, là, mais c'est un des très bons aussi. Là, donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas de besoin, mais si Lafrenière ne fit plus dans le... Kako l'a dépassé, Chytil l'a dépassé. Puis là, il y a un autre nom là, bizarre qui le font jouer sur les 2 premières lignes à sa place. Kradzov. Oui, exact. C'est ça. Donc là, je pense qu'il se fait dépasser par tous les jeunes. Puis là, on s'entend que c'est quand même une bonne monnaie d'échange. Là. C'est un premier choix. Mais êtes-vous inquiète pour lui? Là, présentement, non, parce qu'il ne produit pas, mais il n'y a pas de glace. Sa chance va être, quand il va jouer ses 2 premiers trios, sur le premier power play, on va le savoir assez vite. Ouais. Si c'est pas... Si, mettons, les 40 premiers matchs, là, il ne fait rien. Là. Est-ce que San Jose, au point où ils sont rendus, sont un peu en reconstruction, eux autres? Donc, est-ce que c'est une bonne place pour lui? Parce que tu disais la semaine passée, ou il y a 2 semaines, tu as dit le problème à lui, c'est que Lafrenière, il arrive dans un club qui n'est pas un club en train de se rebâtir. Mais non, c'est ça. C'est un club, un des 5 meilleurs clubs de la Ligue. Là. Fait que c'est dur. Là, à l'aile gauche, là, il y a du monde à l'avant de lui. Là. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que ce serait bon pour lui. Je souhaite que ça fonctionne, mais force est d'admettre que... J'aimerais ça l'avoir à Montréal, moi. Lafrenière, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas rivaliser avec ce qu'il offre, là, en fait, compte. Là. S'il offre Karlsson... Hey, Karlsson, pareil. Le gars a signé à 11,5 millions par année. Quand ça? Ouais. Lui, il a signé ça, en 2019. OK. Puis là, il reste quoi, son contrat? Là, il reste un peu. Là, il s'en va jusqu'en 2027. Wow! 11,5. New York, ils en ont. Il n'y a pas de trouble. Non, je comprends, là, mais je veux dire... Il n'y a pas de trouble. Mais aussi, moi aussi, je le verrai à Montréal. Mais lui qui s'en vient à Montréal, puis qui nous le met gros, là, puis en plus, il est en Villière, là. Il est en Villière, là, c'est du bois, là. Oui.
Il paraît que Dubois veut jouer à Montréal. Oui, il veut jouer à Montréal. C'est fatigant, ça. C'est fatigant, c'est une grosse tête, ça. Son meilleur joueur, lui qui parle beaucoup, qui l'a inspiré, c'est Vincent Lecavalier. Vincent Lecavalier rendu à Montréal. Il demanderait gros pour lui. Là. Il demanderait un des premiers choix du Canadien, puis un défenseur dans le bubble. Qu'est-ce que ça veut dire dans le bubble? C'est que c'est pas un des 4 premiers, mais c'est comme Barron, Jacky, ça pourrait être ça. Là. C'est intéressant, mais c'est une grosse tête. C'est un droit. Le gars, il a 24 ans. Il a 24 ans quand même. Il n'est pas à bout d'âge. Il commence pas mal. Là, mais c'est compliqué partout où il va. C'est parce que des joueurs comme ça, il n'y en a pas. Des joueurs avec des skills, des joueurs de 6 pieds 2, 230, qui est fort alentour du filet, qui frappe, qui joue bien défensivement, il n'y en a pas. Non, mais c'est pas ça. Regarde, je comprends ton affaire. Je comprends le point hockey. Je l'aime comme joueur de hockey. Ce que j'aime pas, c'est un jeune de son temps qui est même pire que les autres. Il est un peu fragile. Il se fait brasser par un coach, il y a de la peine. Ensuite, il arrive à une place où il faut qu'il se batte un peu plus, il y a de la peine. S'il arrive dans le jungle de Montréal, dans une équipe qui est encore en construction pour une couple d'années, où ce que s'il ne produit pas, il va se le faire dire, moi, je pense pas que c'est un... Je pense qu'il va se mettre... tu vas le mettre dans la gueule du loup, là. C'est... tu le vois comme un draw 1-2. Ben, c'est pas le même genre de joueur. Mais je te non, mais même c'est pas les mêmes problèmes, mais c'est un gars un peu... C'est un gars un peu compliqué, là. Tu sais, puis faut pas oublier que Drouin a fait la grève à Tampa Bay, là. Ouais, je sais. Non, c'est ça. Que lui, il n'a pas fait la grève, mais quand ça fait pas son affaire, je suis d'accord. C'est correct ce que tu dis là, mais il voit gros. Là. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est un physique de joueur on aimerait tout avoir. Je veux dire, on serait probablement pas en train de se parler avec un micro en ce moment si on avait eu ce physique-là. Là. Et non. Écoute, mais lui, il s'est pogné avec Tortorella. C'est ça l'histoire? Oui. Mais là, hier il était invisible. Là. Hier, j'ai écouté le match de A à Z, invisible. Donc, ça se peut qu'il y ait des mauvaises soirées. Là. Moi, il m'a pas... un choix de première ronde du Canadien, là, c'est un 5-6e. Là. On ne sait pas là, ce qu'il peut avoir un 5-6e choix. Là. Si ça reste comme ça, là, fait que c'est payé cher. Là. Mais ta grosse nouvelle dans tes histoires de potins de NHL.com, ta grosse nouvelle, mais celle-là, je la trouve bonne parce que c'est pas la première fois que j'entends une histoire semblable. Je sais que Matthew veut probablement... moi, mon feeling, c'est que Matthew il a des intentions de pas juste devenir un joueur des Coyotes de Phoenix. Il a une intention de devenir un des propriétaires, l'intention de bâtir sa vie alentour. Écoute, c'est ça qui l'a inspiré. C'est Shane Doan qui l'a motivé quand il était jeune à jouer au hockey. Et là, tu me dis que Toronto pourrait faire un méga trade avec l'Arizona. Ah ben oui, puis tu sais, c'est encore Chris qu'on ne l'ait pas vu venir, ça, mais à bien y penser avec du recul, c'est fort. Là. Très fort. Écoute bien ça. Là. Phoenix, eux autres, là, ils veulent finir en dernier. Là. Le coach le dit, tout le monde le dit, on ne forcera pas pour perdre, là, mais si on perd, on est en reconstruction totale, on est dans un nouvel aréna de 5000 places, on a du fun, puis ça roule. Eux, ils prennent le boulier, puis ils ramassent le premier choix. Bon, premier choix, on s'entend tous que c'est Bédard. Mais ils ne sont pas sûrs du premier choix. Non. Il y a un boulier. Mais c'est un boulier. Mais je parle que si sa boule sort... C'est Bédard. C'est Bédard. OK? C'est Bédard qui s'en va là. Là, tu as le choix. Là, Toronto, Matthews, ils n'ont pas gagné avec. Tu entends? Puis, pas sûr que cette année qu'ils gagnent avec encore. Mais c'est un joueur de concession. Tu entends tout. Mais pourtant, Toronto a une grosse année, là, quand même. Oui, mais ils ne gagneront pas pareil. En tout cas, ils ont juste 11 défaites. Là. Ouais, mais c'est pas là que ça compte, Jerry. On reviendra à ça. OK? Je comprends. Je suis tannant que tu dises ça, là, mais quand ça arrive, là, quand ça compte, je vous le dis, ils n'ont pas de défenseurs et ils n'ont pas de goalers. Puis ça joue différemment en série. Fait que ça marche pas. Ils n'ont pas réglé. Ce problème-là, depuis 4 ans, le problème de défense dans le goal, ils n'ont jamais été capables de le régler. Non. Jamais. Non. Fait que là, ça sent Bédard à Phoenix. Là, Matthews à Toronto, il n'y a plus de contrat. Joueur autonome à la fin de l'année. Fait que ça serait le Matthews. Là, moi, je regarde le cap salarial tout le temps. Là, bon, Matthews, lui, il veut un contrat à long terme de 12 millions par année.
C'est énorme. C'est de l'argent. Puis Bédard, lui, tout le monde dit qu'il va être très bon puis qu'il va... Sa première année, il va être très fort. Bon, lui, c'est les 3 premières années à 1 million. Fait que Toronto, eux autres, ça fait leurs affaires. Ils baissent leur masse salariale de 9 millions. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de gars qui coûtent cher. Là. Oui. Fait que là, ils baissent leur masse salariale de 9 millions. Ils ont un joueur très fort à 1 million qui est Bédard, le contrat d'entrée. Le contrat d'entrée, c'est 3 ans, 1 million par année. C'est ça. Fait que, tu sais... Tavares, il lui reste combien de temps à payer ce gars-là? Là? Lui, je pense qu'il en reste encore longtemps. Mais c'est bon. Puis là, Matthews. Et là, il s'en va à Phoenix. Le gros contrat, parce que là, ils veulent construire une nouvelle arena. C'est un gars de la place. Ça va être épouvantable. Ça serait toute qu'une transaction. Moi, c'est surtout ce qu'ils sont en train de créer là. Quand, il était dans le fin fond de la 101, je pense que c'est la 101, l'autoroute, là, c'était un autre game. Mais là, ils ont ramené ça près de l'université, ils sont à Tempe, c'est là qu'ils veulent faire l'aréna. Là, ils ont créé une place de party là, puis je pense que la place à jouer en ce moment pour avoir du fun, c'est là. Donc, lui, il veut peut-être faire partie de ça. Mais moi, c'est un gars de la place, Jeff. Ben, un gars de la place. Je sais, c'est un gars de la place. Mais moi, je te mettrais une bémol. Moi, si je suis Toronto, puis je comprends le move, mais toi, est-ce que c'est pour avant la date des échanges ou c'est pour l'été prochain? Ben, l'été prochain, on n'a pas le choix parce qu'il faut attendre d'avoir la boule. Ah, ben c'est ça. Donc, moi, je pense pas que l'échange va se faire avec la boule. Elle va se faire si Phoenix ont la boule numéro 1 puis qu'ils repêchent Bédard. Oui, exact. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Puis je regarde partout dans la ligue, Matthews, ils n'ont pas le choix de leur signer. Là, parce qu'il n'y a pas un club qui va se vider pour lui. Tu sais, ça vaut Bédard. Ça vaut Bédard qui disent que c'est le nouveau... la nouvelle coqueluche, il y a tout. Lui, il a tout, puis c'est pas juste une personne qui dit ça, c'est tout le monde, avec le championnat du monde à 17 ans. Tu sais, c'est le futur d'une équipe. Ouais. Bon. Moi, je pense que pour les deux, c'est écœurant. Moi, je pense que Toronto, c'est écœurant. Une nouvelle... Il vient de... Tu sais, c'est un gars qui... Je sais pas s'il vient de Toronto, près de Toronto, mais de l'Ontario, mais peu importe. Eux autres, ils ont de la misère avec le cap. C'est un gars de BC, je pense. Ouais, ils ont de la misère avec le cap. Hey, là, ils viennent d'avoir un estifi de bons joueurs à 1 million par année. C'est sûr qu'après ça, c'est vrai. Mais là, tu as 3 ans pour te revirer de bord. Là. Mais je le vois, Bédard jouer avec Toronto, ça serait malade. Là. Mais nous autres, on va avoir des boules dans le boulier, nous autres. On peut le ramasser, Bédard. Chanceux, là. Ouais, mais on a un gars qui... On le pense à Toronto pour Matthews? Non, c'est des jokes. Ah, mais sais-tu quoi? Lui qui va avoir Bédard, là, on regarde, peut avoir Matthews. C'est ça que ça veut dire. Là. Peu importe qui. Ça peut être Chicago aussi. Oui. Ouais. Là, présentement, c'est Chicago. Sûr que Toronto sont ouverts. Oui, ils sont ouverts parce que là, ils n'ont plus d'argent. Ils veulent, à long terme, 12 millions. Puis là, les autres, ils n'ont pas gagné avec. Là. Non, c'est ça. Fait que je ne sais pas ce que le DG puis le président... Parce que le DG, lui, il est mieux de gagner cette année. En fait, ça fait 3 ans qu'on dit ça. Là. Il est encore là. Mais rêvons, là. Canadiens sont dans le boulier. On a le master du boboule. Puis oui. On sort le chiffre numéro 1, on ramasse Bédard, puis on le met sur le trio avec Caulfield puis Roy. Arrête. Non. Fais-nous pas rêver. Ouais, mais c'est sûr, moi, je suis certain que le Canadien, s'il ramasse la boule numéro 1, Bédard, il était échangeable. Ils vont le garder. Là. Ben oui. Ah, c'est sûr. Parce qu'on a une série, on a une trolley de flots. Ils vont tous vieillir ensemble. Mais là, aussi, j'ai un autre. Dans mes notes aussi, Jeff, là, tu vas l'aimer, celle-là. Là, je suis rendu ailleurs. Je suis rendu que là, le Canadien ont 2 victoires contre 2 excellentes équipes. Ça va bien. Ça va bien. On est où ce qu'on pensait. Une jeune équipe, tout ça. Mais Samuel Montembeault. Ah, c'est le goaler numéro 1. Là. C'est clair. Wow, ouais, c'est ça. Mais là, lui, là, Jeff, tu vas être content. Là. Hey, on l'a signé à rabais 1 million par année. Ah non, pendant c'est 2 un cadeau ans. du ciel. Exact. Fait que l'autre, là, l'autre, faut qu'il se rétablisse rapidement avant le 3 mars, puis qu'on le fasse gauler, puis qu'il chaîne. Parce que lui, on l'envoie. On le passe. On n'a plus besoin d'Allen à 5 millions. Là. Non. On n'a plus besoin de ça. On peut mettre le kid de Laval dans le... C'est le temps qu'on le monte, là? Ouais, on peut mettre n'importe qui. Là, on va mettre Primo. Primo, on l'a dans l'organisation depuis 4 ans. C'est là où on décide qu'on le retourne dans la East Coast. Mais Jeff, sais-tu quoi? Ça ne sera pas lui. Parce que lui, là,
avec ce qu'ils ont fait les 3 dernières games, là, ils n'ont aucune confiance aux jeunes. Tu sais, ils ont fait. C'est rare que dans la Ligue nationale de hockey, dans toutes les équipes, je parle, tu as 2-2, puis tu as 3-4, que c'est le même gardien qui goal. Ça prouve qu'ils n'ont pas de confiance en l'autre. Non. Parce que c'est lui qui est au bout du banc en ce moment? Oui. OK, ils n'ont même pas donné une game. Je pense que c'est 5 games en fil là, que Montembeault a gaulé. Hein? Il a perdu à New York Rangers samedi. New York Islanders samedi. New York Rangers, il a gagné dimanche, puis il a gagné hier à Montréal. Puis c'est lui qui gaule jeudi. Tu as raison, ils n'ont pas fait gauler l'autre. Non. Ça prouve qu'ils ont 0 confiance. Hein. 0. Ça veut dire que lui, c'est pas mal. Je sais que des fois, un goaler, ça peut arriver un peu plus tard, là, mais quand même. Les carottes sont cuites. Ouais. D'après moi. Ils vont aller en chercher un autre, c'est waivers ou quelque chose. Mais on va chercher un russe, là, quelque chose. Ben, un gars qu'on connaît pas. Là. Puis ils peuvent toujours aller chercher, en repêcher aussi. Oui, mais là, on a Montembeault. Il est jeune. Je ne sais pas quel âge il a. Il doit avoir 26, 27. Il a 26. 26 ans. Il a gardé les buts incroyablement, là, les 3 matchs. Là. Il a donné la chance à son équipe de gagner à New York Islanders. Il a gagné, il a éclipsé le gardien des Rangers samedi. C'était tout qu'un match. Puis hier, la même affaire. Hein. Hellebuck, là, il a connu une soirée très bon. Hier, il a perdu, mais Montembeault l'a battu. Là. Désolé, mais on le savait depuis une couple de mois que ça allait être lui le premier. À un moment donné, je pense que Régent Tremblay a fait un article en disant « Ouais, comment ça se fait que c'est pas lui, il mérite de garder les stats. » Puis là, il avait parlé... Il m'avait dit qu'il avait parlé avec quelqu'un, je ne me rappelle plus lequel. Il ne l'a pas nommé ou il a nommé un coach de gardien de but. Puis il a dit c'est parce qu'on le fait toujours on fait toujours une transition naturelle. Et le switch arrive toujours après Noël. Là, il est arrivé, tu vas me dire qu'il est arrivé, par coïncidence, il est arrivé une blessure à Jake Allen, mais quand même, la manière qui fonctionne, ça fit. Là. À Noël, OK, on fait le switch, puis là, on part avec celui qu'on pense qui va être notre goaler d'avenir. Oui, puis... Tu sais, il l'a dit en entrevue, Montembeault. Il dit « Moi, c'est la première fois de ma vie qu'une équipe, qu'une organisation me donne un contrat one-way, 1 million par année. » Il dit « Là, j'ai la tête tranquille pour les 2 prochaines années. Là, je me concentre à garder les buts. » Et on le voit, là. Il fait des arrêts incroyables. Puis, by the way, on a 9 millions de moins, ça amasse. Là. Carey gagnait 10, lui. Hein, Carey excellent pour aller dans l'hôpital. Il est excellent pour appeler des madames qui ont le cancer. Oui, c'est un Il est porte-parole excellent parfait. pour faire des spectacles avec Piqué. Il est parfait. Reste là. Ouais. On l'adore. Hey, il goal pas. Hey, Jeff, je t'avais-tu... le dernier, mais je sais pas si j'ai du temps. Là, mais, oui, j'ai du temps. On a perdu Gino Ojic. Ouais. Que moi, j'ai très bien connu. Ah oui? Oui, j'ai connu avec Donald à Vancouver. Ça, c'était 2 larrons en foire. Là. C'était 2 chums. Ils se sont battus un contre l'autre quand que Donald jouait. T'avais pas été dans une soirée party avec lui? Partant qui n'est pas bizarre, là? Non, c'était malade. Là. Fait que là, Brash nous invite à Vancouver. Brash, comme vous le savez, il reste dans le centre-ville. Ça s'appelait le Rosedale, je m'en souviendrai. C'était un hôtel-appartement. Il restait dans le top. T'as dit la grosse patente. Mais là, lui, il n'est pas là pendant 2-3 jours. Il est sur la route, mais nous autres, on arrive avant. On connaît pas bien la place. Puis tout ça. Là, il nous appelle le samedi soir. Lui, il arrive le samedi dans la nuit, mais le samedi soir, il joue sa route, je sais pas où. Mais il arrive après la game. Là, il nous appelle, il dit à soir, les boys, il dit Gino Ojic, là, à telle heure, il va être en bas, il vient vous ramasser, vous allez chez eux, souper chez eux, vous écoutez la game, puis il vient vous reporter après. Ah. Merci de t'organiser notre samedi soir, toi. Ben oui. Fait que là, on fait ça. L'autre, il arrive avec son gros truck, je me souviens, un gros truck Yukon. Mais lui, il jouait pas à ce moment-là, c'est ça? Non, il était blessé. Okay. Mais il était dans l'équipe, là. Ouais. Il arrive pas dedans, culotte de jogging, tout sale. T'as le dit, tout sale, la calotte de côté. Fait que, là, il est content, lui, de parler français et de voir des Québécois, mais il est vraiment smart. Là. Fait que là, il nous amène chez eux, dans une réserve indienne pas loin de Vancouver. Mais tu auras vu la cabane, toi. T'avais une petite cabane, là, je te le dis, c'était long. Là, c'était une grosse cabane. Là, il nous fait rentrer par la porte de l'avant, mais la porte de l'avant, il y a plein de sang partout. Bon. Lui, il avait été à la chasse dans la journée. Oui. Il nous avait ramassé de l'orignal ou du chevreuil, je ne me souviens plus trop. Là. Puis là, il l'avait... Là,
Là, il dit, regarde, il dit, c'est ici que j'ai fait ça. Là. Lui, il avait fait ça chez eux, devant la porte. Là. Oui, c'est un gars de Maniwaki. Là. Ouais. C'est un gars, c'est un chasseur. Là, on rentre dans la maison. Lui, il a 3-4 enfants, je me souviens plus trop, mais en tout cas, ça brasse. Là. On soupe là avec de l'orignal, la grosse patente, la bière, puis tout ça. Il dit, à soir, les gars, on va écouter la game chez mon chum à côté. Ah, ouais, OK, parfait. On va écouter la game là. Là, il nous amène dans le garage de son chum. Mais là, c'est juste des Indiens. Là. Puis là, il y a une grosse TV dans le coin. Là. Il y a 2-3 chaises. Il y a des 5 gallons. Tu sais, les 5 gallons blancs, là, vides, là, c'était plein de glace, mais il y avait de la bière là-dedans. Là. Puis ça fumait du pot, là, mon homme. Là. On voyait pas le fond du garage. Et puis là, il était tout le temps là. Là, j'en sais que tout le monde, nous autres, on avait du fun, on commençait à être chaud, bien évidemment. Fait que là, passe la soirée là, puis tout. Là, il voulait tout le temps qu'on soit correct. Il me manque-tu de quoi? Voulez-vous de quoi? Fait que là, à la fin de la game, il dit, je vais aller vous porter chez vous. mais là, lui, là, il est épais aux oreilles. Là. Chaud là, comme la Pologne. Là. Chaud, puis gelé, là. Raide, là. Là, mon chum Blake, que tu as connu, Blake, il me dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu avec? Ben, on sait pas ce qu'on est. On y va. On fait pas 3 coins de rue, on se fait arrêter. Il dit, attendez, les gars, il dit, je les connais tous. Fait que là, il sort, lui, il attend pas qu'il s'emmène à la porte. Lui, il ouvre la porte, il sort du char. 1 minute et demie, il rembarque dans le char, il dit, parfait, les gars. Il dit, on est reparti. Mon chum Blake, il dit, Chris, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit-tu d'arrêter puis qu'on va prendre un taxi? Si on joue avec notre vie, là? Non, Chris a l'air à connaître ça pas mal. Là. C'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est sûr. Là. Il est venu nous reporter au centre-ville de Vancouver comme si rien n'était. Lui, c'était drôle. C'est une fin poche, hein? Ouais, mais il était malade. Ouais, il était vraiment malade. Il avait un problème de cœur. Puis, tu sais, il y a 3-4 ans, il donnait, tu sais, moi, j'ai jamais reparlé après ça. Ben oui, j'ai reparlé au game et tout ça, mais il nous appelait les Frenchies. Puis, tu sais, c'était épouvantable. Puis là, ben, quand il a eu son diagnostic, là, il y a 3-4 ans, là, mais il donnait 2 mois à vivre. Okay. Et quand même, t'as fait un bon bout, là. T'as fait un bon bout. Il y avait une bonne mais tu sais, c'est l'époque quand même des joueurs policiers. Non. Tu sais, à Vancouver, tu avais des gars comme Buré. Pavel Buré jouait, Trevor Linden. Tu sais, il y avait des bonnes équipes, là. Tu sais, il y avait Ross Courtnall dans le temps. Il y avait des gars comme Ross, le mangeur de hot dog entre les périodes. Hey, mais les gars, attention, là, moi, je suis allé voir Vancouver quand Donald et Gino jouaient sa 4e ligne. Hey, c'était épouvantable. Moi, on avait peur d'aller jouer là. Ben oui. C'était 2 malades. Là. Non, mais en fait, il faut que tu protèges des Burés et ces gars-là. Oui, mais puis là, il y avait Marc Messier dans ce temps-là. Marc Messier était là. Ah non, c'était une équipe incroyable. Là. Hey, le monde avait peur d'aller jouer à Vancouver. Hey, eux autres faisaient peur. Puis en plus de ça, ce qui était dangereux, c'est que les deux se challengeaient. OK. Qui va pogner qui, puis comment ça va? Oui. Tu sais, moi, je vais mettre la foire. Non, ils se faisaient des plans, les deux. Là. Puis c'était 2 chums, vraiment. Donald est resté très chum aussi avec Pavel Buré. Pavel Buré les a aimés, ces 2 gars-là, là, épouvantables. Là. Il a fait 8 ans à Vancouver. Ouais. Hey, puis c'est des gars qui comptaient en 10 et 15 buts par année. Là. Oui. Tu sais, c'était des pas pires joueurs de hockey. Dans des années où ils ne se comptaient pas nécessairement beaucoup de buts. Non. Hey, t'avais toute qu'une équipe. Là. Tu sais, l'année que je te parle, là, il y avait Marc Messier, il y avait Trevor Linden, il y avait Pavel Buré, il y avait Mathias Solund à la défense. Qui y avait aussi... non, t'avais toute qu'une équipe de hockey là. Extraordinaire. Moi, je me rappelais même pas que Marc Messier avait joué à Vancouver. Ouais. Y a-tu été là longtemps? Une couple d'années? Une couple d'années. Il a même été le capitaine, je me trompe pas. OK. Ouais. Hey, non, puis le coach, Donald, il me compte tout le temps ça. Il dit, le coach, c'était Mike Keenan. Oui. Mike Keenan, c'était un capoté. Là. Puis là, lui, il criait tout le temps après tout le monde. Là. Fait que tout le monde, tu sais, en prenait, mais il disait, le seul qui peut faire ça ici, le seul, c'est Pavel Buré. C'est le seul qui n'a pas besoin de dépasser la ligne rouge pour venir dans sa zone. C'est le seul. Puis le monde en riait. Mais ça, il faisait ça pour vrai, là. Oui, moi, il ne revenait pas dans sa zone. J'ai été à plusieurs matchs des Panthers. Quand il était avec les Panthers, à un moment donné, j'ai amené Yves Landry. J'ai dit, Yves, tu vas comprendre la différence entre les Canadiens. J'ai dit, check Pavel Buré, là. Tu me diras s'il passe la ligne rouge quand ils reviennent. Non. Il n'a pas passé la ligne rouge une fois de la game.
Hein? Ah non, mais à Vancouver, c'était un running gag. Là. Lui, oublie ça. Là. En zone défensive, là, aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Là. Ben non. Il revenait pas. Là. Jamais. Lui, il était tout le temps à la longue passe, Ben, tout le temps pas sur le point dans le milieu. Hey, puis dans ce temps-là, il y avait une ligne rouge. Là. Oui. Fait Fallait qu'il qu'il soit soit à en la ligne rouge. Oui, c'est ça. Là. Hey, imagine-toi s'il avait joué pas de ligne rouge. Là, lui, là, ça aurait été à la ligne bleue. Oui, c'est ça. Il aurait été à bleu. Il y a Jean Blouin aussi qui en a mangé une sincère cette semaine. Il a eu son opération pour remplacer son foie qui était complètement fini. Il était en attente d'un foie. On pensait qu'il allait mourir. Finalement, il y a eu un foie. Il m'a dit, notre chum Johnny il est pas gros. Tabarnache, il est pas gros. Il est jaune. Il est gros comme rien. Regarde. Mais ça, c'est le filtreur, hein? Oui, c'est le filtreur de la patente. C'est ça qui... Vancouver avait toute une équipe pareille. Oui. Buré, 97-98. Buré, Messier, Mogilny. Oui, c'est vrai, j'avais oublié Mogilny. Ah non, les trois. Rajoute les autres. Il y avait Marcus Naslund. Oui. Il y avait Mathias Ohlund, comme tu disais. Trevor Linden. Il y avait Donald Brashear. Brash était là. Todd Bertuzzi qui commençait, je pense, à cette époque-là. Martin Gélina. Non, il y avait une Christophe d'équipe cette année-là. Vraiment, là. Le goaler, c'était Irby. Ah oui, Arthur. Puis je pense que le deuxième goaler, c'était Sean Burke. Ou quelque chose comme ça. Non, il y avait des grosses équipes. Arthur Irby, il y avait un casque, on dirait qu'il ne faisait pas. Hein? Oh oui, t'as été très les gros. pads en annulaire de téléphone. Mais t'as peu, là. Bertuzzi, c'est pas le joueur qui s'est pogné avec Brash plus tard, ça? Ben oui, il a joué avec Brash, puis après ça, c'est lui qui l'a... Non, c'est jamais repogné avec Brash. Non, c'est pas lui qui l'avait le coup sur la tête, c'était qui? Non, c'est Marty McSorley à Boston. OK, c'est McSorley, oui, c'est vrai. Bertuzzi, lui, fait... il a été victime d'un coup, c'est ça? Oui, exactement. OK. Mais Brash puis McSorley, là, c'était pas la première fois qu'ils se pognaient. Là. Moi, je suis allé voir une game, puis avant le match, il nous avait dit « À soir, j'ai en crisse. » Pas une, mais deux. Oh! Il en a crissé deux, puis en plus de ça, la deuxième, il a traversé du banc de punition d'un bord à l'autre pour y en crisser une dans le banc de punition. Arrête. Ça, je m'en vais de ça, là. Lui, là... Alors, lui, là, il laïssait. Hein? Il laït encore, d'ailleurs. Là. Mais il y avait quelque chose entre les... Lui puis l'autre, savez-vous, c'est qui voulait manger à toutes les fois qu'il voyait? Tim Hunter. Le nez. Le grand nez à Calgary. Ouais. Si vous regardez, là, il y a des combats incroyables. Là. Lui, Donald, c'est un tough. L'autre, c'est un tough aussi. Mais Donald, il te le battait tout le temps. Il disait des crises de volée, puis l'autre, il revenait tout le temps. L'autre ne comprenait pas, hein? Thank you, man. C'était la vestiaire avec notre chum. Yes. Avec notre chum Les. C'est le fun. C'est le fun, Les, des fois, il est tout seul. Les, il prépare ses affaires. Il y a plein de stocks. Thank you. Il est toujours très préparé. Jerry, merci. On s'en va vers la boîte, justement, à Jerry. Puis, on vient sur Radio Pirate Live. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Mon ami Jerry, on a une boîte pleine de stock, j'imagine. Il y a toutes sortes de petites patentes, toutes sortes d'affaires un peu mélangées dans ma boîte. Hey, ça c'est capoté pareil. Là. James Cameron, là, le réalisateur. Puis c'est drôle parce que c'est quand on l'avait parlé avec Carlos, je ne savais pas qu'il était canadien, James Cameron. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était né au Canada. Mais c'est quand on regarde les films qui ont rapporté le plus de fric dans l'histoire. Et le numéro 1, c'est Avatar en 2009, qui a rapporté 2 922 millions de dollars. Pense à ça 2 secondes. 2 922 millions. Quasiment 3 milliards pour un film, c'est capoté. Ça, c'est le numéro 1 depuis toujours, en fin de compte. Avenger, Endgame, 2,7 milliards. Parce que tu as Titanic, il coule le bateau, 2,2 milliards. Après ça, tu as Star Wars, The Force Awakens. C'est
c'est ça, c'est le Star Wars 7, je pense, qui est là. Après, c'est un autre Avenger. Et là, qui arrive en 7e place de l'histoire de Spider-Man qui est là? Avatar 2. Wow! Ils ont pogné... Ils viennent de dépasser 1,9 milliard de dollars de frico. Après, tu as le Roi Lion qui suit, puis Jurassic Park. Top Gun Maverick, 1,5. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable pareil. Le numéro 1, le numéro 3, puis le numéro 7, c'est Cameron. Le numéro 3, c'est Titanic. Là. Oui, c'est incroyable. Ben, c'est incroyable. Quand tu penses à ça, c'est incroyable. Donc là, ce film-là, justement, Avatar. Est-ce que tu l'as vu, Avatar, le nouveau? Non, je ne l'ai pas vu, toi? Non. Moi, j'ai vu les annonces, j'ai vu des bouts. Tu l'as vu, toi, Mr. White? Oui, moi, je l'ai vu au cinéma. C'est sûr que Avatar 2, c'est bien fait. Là, technologiquement, c'est le fun. C'est le fun à voir au cinéma aussi. Là. Il y a comme, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt de voir ça sur une TV, là, même si vous avez une TV 75 pouces. Là. Je pense que c'est une affaire pour le cinéma. Puis je pense que c'est pour ça que ça a eu un succès cinématographique. Sauf que l'effet de surprise n'est plus là. Contrairement au premier film où que là, tu passais de la réalité vers le virtuel avec des mêmes personnages. Je comprends. C'était complètement capoté. Là. Puis ça date de 10 ans, puis déjà, la technologie, de 10 ans, c'était pas tout à fait ça. Là. Ouais. Tandis que là, tu écoutes ça, puis là, tu n'as plus de surprise, parce que là, cet élément-là, c'est bizarre comment on s'habitue à la technologie. Puis c'est ça. Ça fait que ça a été bon pareil, mais à un moment donné, là, durant le film, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai regardé ma montre, parce que là, c'était un film de 3 heures. Là. Ça dure 3 heures au cinéma. Là. Ouais. C'était, mané, j'ai regardé ma montre. Là, j'ai dit, ouais, là, c'est long. Mais c'était bon pareil. Là. C'est super bien fait. Mettons, tu dis, je sais pas, tu me le recommandes-tu? Tu me dis, tu vas pas au cinéma attends qu'il passe à la TV? À toi, non. Moi, non, mais c'est parce que je te connais. Je te dis ça parce que je sais tes goûts, je sais ce que tu écoutes, puis je pense pas que c'est quelque chose que toi, tu vas apprécier tant que ça. Mais je sais, parce que je regarde les annonces, puis ça me dit rien. C'est ça. Mais par contre, si, mettons, quelqu'un... je trouve que c'est un film, c'est une belle sortie en famille. Mettons quelqu'un qui a un gars, je partais pour dire un gars, une femme. Je ne sais même pas si on peut dire ça encore aujourd'hui. Mais non, très, très, très wild. Un couple, OK. Un couple avec des enfants, je trouve que c'est une couple avec des belle enfants. sortie. OK, un couple avec des enfants, c'est ça. Les enfants aussi, c'est un peu des enfants. Ah ouais, en 2022, des enfants dangereux, ça pollue. OK. Ben, en tout cas, si vous êtes des... les enfants, ça pollue. Si vous êtes des personnages... si vous êtes 4 personnages dans la même famille, vous pouvez aller voir ça. OK. C'est correct, ça? Yes. Ce sont les 4 personnages. Ben, on va appeler ça des personnages. Les personnages, ça peut être autant des gars, des filles, des mélanges. Il peut y avoir des mélanges. Là. Des mélanges, exactement. Fiel. Exactement ça. En parlant de films, puis parce qu'on écoute beaucoup de stock, j'ai commencé hier Sky Rojo, la série, c'est la troisième saison, une série qu'on m'a capotée. Si vous êtes fan d'action, d'affaires bizarres, un genre de mélange Tarantino avec Casa de Papel, vous allez série espagnole. Tu vois, ça, je pense que je le conseillerais à Jeff. Oui, garanti. Oui. Garanti. Ça, c'est sûr. Puis en plus, il n'y a pas de temps mort. il y a zéro temps mort. Il y a zéro temps mort, mais c'est un peu exagéré, mais c'est le fun. Il y a beaucoup d'action. Mais justement, dans le streaming, l'année passée, le streaming vidéo a dépassé, je pense que c'était calculé en nombre d'heures d'écoute, le câble. Je pense que c'était en juillet, la statistique, quand il est sorti. C'est capoté, là. Je dis, le streaming a dépassé le câble. Donc, le câble, il y a du stock sur le câble. Puis je parle du câble, là. Ça, je pense que c'était en Amérique du Nord. Le streaming est très, très fort. Tout le monde le sait. Plein de monde est abonné. Et justement, dans le temps des fêtes, Jeff, je me suis abonné à BritBox. BritBox, ceux qui aiment beaucoup les séries britanniques, beaucoup de séries policières aussi. Ce qui fait en Angleterre, puis des très, très bonnes séries. Puis des fois, des choses qu'on n'entend pas tellement parler ici, mais c'est des gros, gros succès d'écoute en Angleterre. BritBox, c'est extraordinaire. L'affaire, c'est que quand je me suis abonné à BritBox, je me suis abonné via
Amazon Prime. Là, parce que c'était dans les... Parce qu'Amazon Prime, quand tu fouilles un peu, t'as Paramount Plus dedans. Là. Moi, Paramount Plus, là, tu peux t'abonner par Amazon Prime. Donc, t'as Starts, t'as d'autres affaires, plein d'affaires. T'as City TV. City TV, 4$ par mois. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Là, quelqu'un qui fouille un peu, y a-tu du stock à écouter sur le streaming? C'est inimaginable. Donc, mais c'est ça l'histoire. Moi, je suis passé par Amazon pour m'abonner à BritBox. Oh oh! Bien là, l'histoire. L'affaire, c'est que YouTube est en train de travailler sur un genre de hub, un genre, il appelle ça le Channel Store, où ce que tu vas aller à une place, puis tu vas avoir plein de stocks de streaming, en plus du stock de YouTube. Oui, mais comme je te disais, je pense que c'est parce que ce que tu racontes, c'est disponible sur des TV intelligentes comme ça. Là. Toute la TV, les applications que tu as, tu les as toutes en avant de toi. Tu peux tout faire ce que Amazon Prime fait. Ce que YouTube fait, je pense que c'est plus un Spotify. Ce qu'ils veulent faire, c'est plus un Spotify. C'est-à-dire que tu prends un abonnement et eux autres vont payer. Mettons que tu peux te promener dans toutes les plateformes différentes, que ce soit Netflix, avec qui eux vont s'entendre, que ce soit Paramount Plus, que ce soit Disney. Et quand tu vas écouter une série, parce qu'habituellement, dans un mois, si vous êtes, vous êtes deux, vous allez peut-être écouter 2 séries. Donc, vous allez peut-être écouter une série qui est sur Paramount Plus. Comme moi, j'ai commencé hier, j'ai commencé The Mayor of Kingstown. Là, c'est la saison 2. Écœurant. Beaucoup de violence. Moi, j'aime ça, la violence. Moi, je suis un gars violent. Et c'est une joke. Ça passe. Mais ça passe, tu sais. Puis en même temps, je peux écouter une autre série aussi sur, je sais pas, moi, sur Disney, OK, ou sur Apple TV. Ben, eux autres, ils vont prendre l'abonnement qu'on a puis ils vont envoyer l'argent. Exactement le même modèle que Spotify. Spotify, vous payez un montant, mais si vous écoutez les 2 mêmes albums de musique pendant un mois complet, ben, la grosse partie de l'argent que vous donnez à Spotify va se ramasser à ces 2 artistes-là. Tu comprends? Oui. Donc, je pense que c'est le plus là le phénomène qui risque d'arriver au lieu que tout le monde s'abonne. Commence à, ben là, je vais-tu me désabonner ce mois-là avec Netflix? Je vais prendre Disney Plus un mois, m'enlever l'autre. Non, ils vont tout même ça sur eux-mêmes. Tu vas prendre un abonnement, puis eux autres vont envoyer les redevances, puis tout le monde va gagner. Mais moi, si ça arrive, c'est extraordinaire. Ben oui. Parce que c'est justement, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont hésiter pour s'abonner parce qu'ils vont dire, il y a juste une chose que je veux écouter. Comme moi, justement, à BritBox, moi, il y avait une chose en particulier que je voulais écouter. Les autres affaires, ben, j'ai pas le temps. Pas parce que je suis pas intéressé, j'ai pas le temps. Donc, à un moment donné, on n'a plus le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, les soirées, Jerry, si je te dis... ben là, c'est sûr que quand on regarde les Québécois comme ça... À qui ça te fait penser que je prends cette voie-là? Ça, c'est le ministre de la Santé. Non, ben non, TV, là. Oui. Chasserait des péquistes. Ah! Oui. Oui. C'est parce que Luc Lavoie a annoncé qu'il s'était guéri de son cancer. Bravo. Guéri, parfait. Donc, bravo à lui. Oui. Et il est de retour. Il sera de retour sur les ondes de LCN dans les prochains jours. Et je trouvais ça drôle. C'est parce que la nouvelle que je vois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. C'est le chef, on dit que c'est le chef du PQ, lui. Mais il dit « Félicitations, Luc, bon retour en onde. » Ben, c'est parce que si lui, il retourne en onde, lui, ce qu'il veut, c'est chasser au gun des péquistes. Là. Ouais. Ça fait... D'après moi, s'il y en a un qui ne devrait pas saluer son retour, c'est probablement lui. Mais je comprends qu'avec la santé, il n'y a plus de barrière. Va te cacher. Non, c'est ça. La petite affaire que je voulais te dire avant que tu passes à ton autre sujet. J'ai ça quelque part ici. T'as peu. Ouais, j'ai-tu ça? T'as peu. J'ai-tu perdu? Je pense que je l'ai perdu. Ah, j'ai perdu. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as d'autre dans la boîte, Jerry? Si je le trouve, je vais te le redonner. Il n'y a pas de problème. Tesla, ça, c'est capoté pareil, là, ce qui se passe un peu. Tesla a baissé le prix de ses voitures. Donc, de certains modèles. Puis, là, en ce moment, comme tu disais l'autre jour, il y a des firmes, il y a des compagnies de chars usagés qui ont des Tesla. Ils sont presque neufs, là. Mais ils sont beaucoup trop chers parce qu'ils ont payé cher dans le temps. Et là, le prix des voitures usagées ont baissé. En plus, Tesla, la neuve, le prix a baissé. Mais l'histoire de Tesla, là, il se reflète parce que Tesla, ils vendent des chars. Mais le bébé Tesla, c'est qui?
le micro-Tesla ou le Tesla du futur, c'est Lucid Motors. Lucid, qui est Lucid, qui ont des véhicules tout à fait extraordinaires. Lucid qui, eux autres, mais regarde, l'année passée, c'est leur première année de grosse production. On s'entend-tu? Mais ils ont fabriqué 7100 véhicules. 7100 véhicules en 2022. Tesla fabrique 7100 véhicules en 2 jours. C'est pas la même business, mais quand même Lucid qui, à un moment donné, il y a des experts, des spécialistes. Oui, mais là, les batteries, il y a une batterie longue, toute l'histoire. Mais là, le problème de Lucid, il vient là, ils sont vraiment dans le trouble. Pourquoi? Tesla baisse ses prix, puis eux autres, leurs prix sont beaucoup trop chers. Ils sont fourrés. Donc, vu que le compétiteur baisse ses prix, toi, tu n'es plus... Ils sont plus là. C'est-à-dire, les analystes, ils se demandent s'ils vont vendre encore des chars au prix qu'ils vont y vendre. C'est des chars au-dessus de 100 000. 100 quelques mille. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Donc, Lucid est dans la marde parce que Tesla baisse ses prix. Ça, ça brasse pas mal. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, ça, là, je veux savoir. La rénovation. La réno. OK? Oui. J'ai lu un article qui disait les rénos, qu'est-ce qui est payant de faire comme réno pour vendre ta maison? Dans les articles, dans l'article, il disait repeindre ta maison. OK, repeindre. Des nouvelles fenêtres. OK, des nouvelles fenêtres. Des nouveaux luminaires. Ouais, OK. La toiture, es-tu à date? Tu sais, la toiture, as-tu été faite dernièrement? Est-ce que la salle d'eau est rénovée? OK, la salle d'eau est rénovée. Pas la salle de bain, là. La deuxième. La salle d'eau est rénovée. Mais moi, je veux savoir ton avis, moi, je pense que l'affaire qui est le plus payant à faire, c'est la cuisine pour vendre ta maison. Non, c'est... Oui, la chambre de bain des maîtres, là, s'il y en a une, ou encore la grosse chambre de bain, parce que tout le monde... Oui, ça, c'est un point. Bon. La cuisine, c'est là que ça se passe. Tu sais, il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont fourrés avec des maisons qui ont du potentiel. Mais, mettons, la maison est... Mettons, tu as une maison là, en ce moment. Là, le but en ce moment, c'est de vendre une maison. Comment tu fais pour vendre? OK, en ce moment, là, c'est d'avoir une maison propre, une maison qui est prête quasiment à aménager tout de suite. Il n'y a pas trop de réno. Les rénos coûtent cher. Mais il y a beaucoup de maisons qui restent sur le marché quand le marché se contracte un peu, justement par la cuisine. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient bâties, mettons, il y a 20 ans, 30 ans, que la cuisine était fermée. Aujourd'hui, les gens veulent avoir une cuisine ouverte sur le salon, ils veulent voir les enfants, ils peuvent voir le monde qui reçoivent, ouverte sur la salle à dîner, donc ce qu'on appelle un genre de open concept. Là. Et ça, ben, ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Beaucoup de gens... Moi, je suis beaucoup ça, puis à chaque fois que je vois les maisons qui partent vite, c'est toujours les maisons, justement, où les cuisines sont assez grandes. Ben, regarde, je veux dire, pas dans des maisons de 3000 pieds carrés, là, mais une maison, mettons, de 1500 pieds, 1600 pieds carrés. Tu peux avoir une belle grande cuisine ouverte. Oui, il faut qu'elle soit à jour. C'est sûr que les armoires brunes, c'était bien en mode il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, des armoires brunes, si c'est de bois, ça se peinture, tu peux faire la job, tu peux les récupérer, il y a un paquet d'affaires qui... Mais tout se passe par la cuisine. Les gens vont avoir un îlot, ils veulent que quand ils reçoivent du monde, les gens soient alentour de l'îlot. Ils veulent quand les enfants sont là, font les devoirs sur l'îlot pendant qu'ils préparent la bouffe. C'est très convivial, c'est très familial. Excusez-moi, là, je l'ai lu ton article, tu me l'as envoyé. Il y a zéro... Oui, tu veux que la maison soit clean, tu mets une couleur neutre, tu veux que ce soit fraîchement peinturé. Oui, pas des électroménagers, mais des lumières. Des fois, ça peut changer toute la patente. Mais sérieux, si tu veux vendre. Si tu es un vendeur sérieux dans un marché plus dur pour vendre en ce moment, celle qui aura une belle cuisine ouverte, avec un îlot et tout, c'est vendu en l'espace de 2 semaines. Même là, même en ce moment, je le vois. Moi, je suis beaucoup de nouvelles entrées qui rentrent. Puis c'est les maisons où les cuisines sont ouvertes et c'est à jour, ça sort de même dans un marché plus compliqué un peu. Dans le temps des fêtes, je suis allé chez mon chum,
Puis, j'avais pas été depuis un petit bout. Puis lui, il a refait sa cuisine. Mais il a refait sa cuisine. Il y avait un budget. Il a respecté un certain budget. Il était pas. Puis il a mis du Ikea. Mais quelque chose de très bien, là, quand même. Mais quand je suis rentré dans la maison, juste les armoires changées, la manière qu'elle s'est organisée, le frigidaire est pas à la même place. Il a comme refait ça, cette cuisine-là. Je dis, tabarouette. C'est donc bien extraordinaire. Puis Ikea fait que tu peux changer ta cuisine, être très, très à jour dans le look pour un prix pas pire. En plus, si tu es habile, tu le fais toi-même. C'est sûr que pour le look, ça fait un job. Ça peut paraître actuel au bout. Il y a juste une affaire, c'est sûr que si vous voulez avoir une cuisine de 25 ans, la quincaillerie qu'il y a dedans, ce qu'ils utilisent pour les tiroirs, les panneaux, les affaires de même, ça look good, mais c'est pas la même qualité de matériel, mettons, qu'un fabricant d'armoire que vous connaissez, qui est plus cher, c'est clair. Mettons que le kit à 20 000, est payé 15 000, mais installé vous autres mains, vous avez sauvé 5 000. C'est juste que c'est pas la même qualité, mais effectivement, si vous voulez vendre une maison, puis vous faites un genre de flip, même si les flips au Québec, c'est plus faisable bien avec la nouvelle fiscalité, une des affaires à faire, c'est que vous pouvez prendre effectivement quelque chose de chez Ikea, ça fait un job, là, mais parce que ça look good, ça vous permet de vendre. C'est ça. Pour un moindre coût, ça met un wow dans la maison. Exact. Dans le sens que tu dis, ça fait vraiment bien. J'ai trouvé ça. Lui, sa maison n'est pas neuve, là, c'est-à-dire quand même, mais j'ai trippé sur sa cuisine. Hey, on se reparle demain pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui était avec nous autres aujourd'hui. Laisse pour le vestiaire. On a, bien sûr, Joe Hamel qui était dans son bloc à lui en début de show. Puis, allez faire un tour sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente de vous abonner. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner. Super entrevue ce matin avec notre invité. On a parlé des prix de la bouffe et tout ce qu'il y a en arrière. Comment ça se fait que l'inflation est là. Vraiment très, très hot. 1 heure hyper le fun. On a fait du bon temps aussi avec Jerry. Là-dessus, passez une bonne journée. Merci d'avoir été là sur Radio Pirate Live. Thank you au producer, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion. On se reparle demain pour lancer le week-end.